Silencieuse et distante, la petite fille de la femme de ménage ne touchait jamais personne, jusqu'à ce qu'elle tire la cravate du millionnaire avec une étrange familiarité. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. L'horloge de la chapelle de Saint-Denis, dans le quartier de Montmartre, sonne 6 fois lorsqu'Élise Dupont franchit les portails en fer forgé de la maison numéro 847. Ses mains calleuses tiennent fermement le petit sac à dos rose qui appartient à sa fille, tandis que ses yeux fatigués observent les fenêtres encore sombres de l'imposante résidence de 3 étages. À 42, Élise porte sur ses épaules 8 mois d'une routine qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Emmener la petite Camille, âgée de seulement 6 ans, à son travail en tant que serveuse chez l'homme d'affaires Antoine Dupuis. La fillette marche aux côtés de sa mère avec des pas mesurés et silencieux, ses chaussures noires en cuir frappant contre le sol en marbre du jardin avant. Camille porte l'uniforme impeccable de l'école privée où elle étudie le matin. Une jupe à carreaux bleu marine, une chemise blanche bien repassée et un cardigan qui semble trop grand pour son petit corps. Ses cheveux châtain clair sont attachés en 2 tresses parfaites, œuvre de la dévotion matinale d'Élise, qui se lève tous les jours à 5 heures du matin pour s'assurer que sa fille soit toujours présentable. « Camille, tu te souviens de ce que maman dit toujours ?» chuchote Élise, s'arrêtant devant la porte de service de la maison où une cloche discrète annonce l'arrivée des employés. La fillette hoche simplement la tête, ses yeux marrons et inexpressifs fixés sur le sol en marbre qui brille sous la douce lumière du matin parisien. Il n'y a pas de sourire, pas de mots. Juste un silence qui pèse comme du plomb sur la poitrine de tout adulte qui tente de s'approcher d'elle. Bien, reste tranquille dans la cuisine, touche seulement à ce que maman te permettra. Et si quelqu'un te demande quelque chose, Élise attend une réponse qui ne vient pas. Camille, je ne parle pas aux inconnus, répond la fillette d'une voix presque inaudible, comme si les mots étaient des perles rares qu'elle distribue avec une extrême parcimonie. La maison s'éveille peu à peu. Madame Claire, une dame robuste de 63 ans, est déjà dans la cuisine en train de préparer le café du matin lorsque Élise et Camille entrent par la porte de service. L'arôme du café fraîchement préparé se mêle à l'odeur des baguettes chaudes qu'elle va chercher à la boulangerie du coin tous les jours à 6h30 précises. « Bonjour Élise. »« Bonjour Camille. » Salue Claire, essuyant ses mains sur son tablier rayé bleu et blanc. Ses cheveux gris sont attachés en un chignon bas, et ses yeux bleus montrent la même gentillesse que d'habitude, même sachant que la fillette ne répondra pas à la salutation. Camille se positionne dans un coin de la cuisine, sur une chaise en bois qu'Élise a improvisée avec des coussins pour que sa fille soit à la hauteur idéale de la table. Elle sort de son sac à dos un carnet de dessin avec une couverture ornée de licornes et une trousse remplie de crayons de couleur organisés par teinte. Ses mouvements sont précis, presque mécaniques, comme si elle suivait un rituel sacré que personne d'autre ne comprend. « Elle reste toujours ici ?» demande Claire à voix basse à Élise, qui a déjà commencé à organiser la vaisselle du café du matin sur un plateau en argent. « Depuis que j'ai commencé à l'emmener. Elle ne parle à personne, ne sort pas de là. Elle dessine et observe tout, » répond Élise, arrangeant les tasses en porcelaine française avec le soin de quelqu'un qui sait que chaque pièce coûte plus que son salaire d'1 mois. Le mouvement de la maison s'intensifie. Monsieur Armando, le jardinier, entre par la porte de la cuisine portant un panier de fruits récoltés dans le petit jardin qu'il cultive à l'arrière de la propriété. À 58 ans, il travaille dans la maison depuis 2 décennies et connaît chaque plante, chaque arbre, chaque recoin de ce terrain de 1200 mètres carrés. « Madame Claire, j'ai apporté des oranges fraîches et des tomates qui sont parfaites, » annonce-t-il, posant le panier sur le comptoir en granit noir. Ses yeux croisent ceux de Camille pendant un instant, et il esquisse un sourire qui n'est pas réciproqué. La fillette baisse immédiatement les yeux et reprend son dessin avec plus d'intensité. « Armando, combien de fois ai-je déjà dit ? La fillette est timide, ça ne sert à rien d'essayer de parler, » réprimande Élise, bien que sa voix ne montre pas d'irritation, juste de la fatigue. « Ce n'est pas de la timidité, Élise. »
observe Claire, baissant encore plus le ton de sa voix. J'ai élevé 4 enfants et pris soin de plusieurs petits-enfants. Cette fille a quelque chose de différent. Ce n'est pas normal qu'une enfant de 6 ans reste assise 8 heures sans dire un mot. Camille lève les yeux pendant 1 seconde, et Claire réalise que la fillette a entendu chaque mot de la conversation. Il y a une intelligence troublante dans ce regard, comme si elle traitait des informations qu'un enfant de son âge ne devrait pas comprendre. À 7h45, les pas fermes d'Antoine Dupuis résonnent dans l'escalier en granit qui relie les 3 étages de la maison. À 45 ans, il est un homme impeccablement vêtu, même dans les moments les plus ordinaires. Ce matin de mars, il porte un costume bleu marine de la marque italienne Brioni, une chemise blanche en coton égyptien et une cravate en soie Tom Ford de couleur bordeaux. Ses cheveux noirs, déjà parsemés de fils gris aux tempes, sont parfaitement coiffés avec du gel fixant. Antoine vit seul dans cette maison depuis la mort de sa femme, Clara, il y a 3 ans. La maison, qui était autrefois remplie de rires et de conversations animées, est devenue un mausolée silencieux où chaque pièce résonne des souvenirs d'un passé qu'il préfère ne pas revisiter. Sa routine est mathématique. Il se lève à 7 heures, prend sa douche, s'habille, prend son café du matin en lisant Les Échos et Le Monde et sort pour le bureau à 8h15. « Bonjour Élise, le café est prêt ?» demande-t-il, entrant dans la cuisine où l'employé organise son repas matinal sur un plateau soigneusement disposé. « Bonjour, docteur Antoine, tout est prêt, café préparé. » Il y a peu, des baguettes chaudes, de la confiture de fraises, de Madame Claire, du fromage de chèvre et du jambon de Bayonne, comme vous aimez. Antoine ne fait pas attention à la jeune fille assise dans le coin de la salle à manger. Pour lui, Camille n'est qu'une présence silencieuse qui fait partie de la routine domestique, comme un meuble de plus qu'il s'est habitué à ignorer. Il prend le journal plié qu'Élise laisse toujours à côté de la tasse et marche en direction de la salle à manger. Cependant, ce jeudi matin, 15 mars, la routine méticuleuse d'Antoine sera brisée par un moment qui changera à jamais la dynamique de cette maison. Camille observe tout, ses yeux captent chaque détail. La façon dont Antoine fronce les sourcils en lisant les nouvelles économiques, comment il tambourine des doigts sur la table quand il est inquiet, la manière dont il respire plus lourdement lorsqu'il reçoit des appels du bureau. Depuis 8 mois vivant dans cette maison, la jeune fille a créé une carte mentale des habitudes de chaque personne, en particulier de l'homme qu'elle considère comme le maître de tout ce qui l'entoure. Ce matin-là, quelque chose est différent. Antoine a reçu 3 appels consécutifs avant même de finir son café au lait du matin. Sa voix, normalement contrôlée et assertive, porte une tension que Camille identifie avec la précision d'un sismographe, détectant des tremblements imperceptibles. « Sergio, je t'ai déjà dit que je n'accepterai pas cette proposition ridicule de Martins et Associés, dit Antoine au téléphone, marchant de long en large dans la salle à manger. S'ils veulent acheter notre participation dans les distributeurs de l'intérieur, qu'ils fassent une offre décente. 3,5 millions, c'est une blague. » Élise, organisant discrètement les ustensiles dans la salle à manger, perçoit la nervosité de son patron. En 3 ans de travail dans cette maison, elle a appris à lire les signes de l'humeur d'Antoine Dupuis comme une météorologue prévoit des tempêtes. Et aujourd'hui, il y a définitivement une tempête qui se forme. « Maman !» chuchote Camille pour la première fois ce matin, faisant sursauter Élise. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? L'homme est en colère. »« Ce n'est pas notre affaire, Isa. Continue de dessiner. » Mais Camille ne peut pas se concentrer sur ses dessins. Il y a quelque chose dans l'énergie d'Antoine qui l'inquiète profondément. Elle ferme son carnet et observe par la fente de la porte qui sépare la salle à « manger de la cuisine ». Antoine termine l'appel et compose immédiatement un autre contact. « Carlos, Antoine Dupuis, j'ai besoin que tu avances la réunion de cet après-midi. Oui, maintenant, ce matin. La situation a changé. » Il consulte sa montre Rolex Submariner au poignet gauche. Il est 8h10. Je peux être là à 9h30, au plus tard 10h.
L'homme d'affaires raccroche et monte rapidement les escaliers, prenant les marches deux par deux. Au deuxième étage, Camille entend le bruit des tiroirs ouverts et fermés avec force, des pas rapides dans le couloir, puis le son, inconfondable de la douche allumée dans la suite principale. « Élise !» crie Antoine de l'étage supérieur. « J'ai besoin que tu prépares mon dossier marron, celui de Hermès. Il est dans le bureau, sur la table en acajou. Mets tous les documents de la fusion qui sont dans le tiroir de droite. »« J'arrive, docteur Antoine !» répond Élise, essuyant rapidement ses mains sur son tablier. « Isa, reste ici tranquille. Maman revient tout de suite, » ordonne-t-elle, embrassant rapidement le front de sa fille avant de monter les escaliers. Pour la première fois en 8 mois, Camille se retrouve complètement seule dans la salle à manger. Le silence de la maison semble plus dense, plus chargé. Elle peut entendre le bruit lointain de la douche, les pas pressés d'Élise dans le bureau du deuxième étage et quelque chose d'autre. Une conversation étouffée entre Madame Claire et Monsieur Armando dans le jardin d'hiver. « Je n'aime pas du tout la façon dont il est aujourd'hui, » commande Claire, arrosant les orchidées qui décorent le balcon vitré. « 3 ans que je travaille ici et je n'ai jamais vu le docteur Antoine aussi nerveux. Des problèmes d'argent de riche, Claire, on ne comprendra jamais ces choses, » répond Armando, taillant les branches sèches d'une fougère. Riche ou pauvre, le stress est le stress, et cet homme porte le poids du monde sur ses épaules. Camille se lève de sa chaise pour la première fois ce matin-là. Ses pieds nus, elle enlève toujours ses chaussures quand elle s'assoit pour dessiner, touche le sol froid en céramique de la salle à manger. Une urgence grandit dans sa poitrine, un sentiment qu'elle ne peut pas nommer, mais qui l'incite à agir. Elle entend le bruit de la douche s'éteignant. Ensuite, le sèche-cheveux fonctionne pendant quelques minutes. Les pas d'Antoine reviennent vers la chambre, où il est sûrement en train de s'habiller pour la réunion inattendue. « Élise, le dossier !» crie-t-il à nouveau, et sa voix porte une irritation que Camille n'a jamais entendue auparavant. La jeune fille marche jusqu'à la porte qui sépare la salle à manger de la cuisine. Ses petites mains poussent lentement la feuille de bois de cerisier, et elle jette un coup d'œil à l'intérieur. La table où Antoine a pris son café est encore organisée exactement comme Élise l'a laissée. La tasse en porcelaine blanche avec des liserés dorés repose sur la soucoupe avec une petite tache de café au fond, l'assiette avec des miettes de baguette. Le téléphone d'Antoine, un iPhone 13 Pro Max, vibre sans cesse sur la table. Les pas d'Antoine descendant les escaliers résonnent dans la maison comme des tonnerres lointains. Il vient vite, très vite. Camille sait qu'elle devrait retourner à sa chaise dans la salle à manger, mais quelque chose la maintient immobile à la porte, observant. Antoine apparaît en haut de l'escalier, portant un dossier en cuir marron dans les mains, déjà vêtu d'un autre costume, celui-ci gris anthracite, et une cravate bleue, pétrole qui s'accorde parfaitement avec ses chaussures Oxford anglaises. Ses cheveux sont encore légèrement humides et elle peut sentir le parfum masculin qu'il porte, quelque chose de cher, marquant, qui rappelle le bois et les épices. C'est exactement à ce moment-là que cela se produit. Antoine descend les escaliers avec une précipitation excessive. Sur la 15e marche en granit, son pied droit. Il glisse légèrement, peut-être à cause de la semelle lisse de ses chaussures fraîchement cirées, peut-être à cause de la précipitation, peut-être à cause du stress accumulé de la matinée. Pour se rééquilibrer, il fait un mouvement brusque avec ses mains, et le porte-documents en cuir s'ouvre, déversant des dizaines de documents dans l'escalier. « Merde !» jure Antoine, la première fois que Camille l'entend utiliser un mot que sa mère dit toujours qu'une fille bien élevée ne doit pas dire. Les papiers volent comme des feuilles sèches dans un tourbillon. Contrats, tableaux, rapports financiers, graphiques colorés se répandent sur les marches en granit poli. Certaines feuilles glissent jusqu'au sol du rez-de-chaussée, d'autres restent coincées entre les balustres de l'escalier. Antoine s'arrête au milieu de l'escalier, regardant le désordre avec une expression de désespoir qui fend le cœur de quiconque l'observe.
Il consulte à nouveau sa montre. Il est 8h22. S'il sort maintenant et affronte le trafic parisien, il arrivera en retard à la réunion qui pourrait définir l'avenir de son entreprise. « Élise! Élise !» crie-t-il, mais il n'y a pas de réponse. La secrétaire est encore au 2e étage, cherchant d'autres documents dans le bureau. C'est à ce moment de vulnérabilité totale que Camille agit. La petite fille qui ne s'est jamais approchée d'aucun adulte en dehors de sa mère, qui n'a jamais adressé un mot à Antoine Dupuis en 8 mois de cohabitation, marche résolument vers l'escalier. Ses pieds nus ne font aucun bruit sur le marbre du sol. Antoine est accroupi, essayant de ramasser les papiers les plus importants, quand il sent une présence à ses côtés. Il lève les yeux et voit Camille debout à quelques centimètres de lui. La petite fille se penche et, avec des mouvements délicats, commence à rassembler les documents éparpillés. « Non, ce n'est pas nécessaire », commence Antoine, mais il s'arrête au milieu de la phrase. Camille lève les yeux et le regarde directement pour la première fois. Ses yeux marrons ne sont plus inexpressifs. Il y a quelque chose là, une profondeur, une compréhension qui désarme complètement l'homme d'affaires habitué à négocier avec des cadres expérimentés et des investisseurs internationaux. La petite fille s'approche d'un pas de plus. Elle tend sa petite main et, avec une naturelle qui est à la fois déconcertante et réconfortante, ajuste la cravate en soie bleu pétrole d'Antoine, qui était de travers pendant l'incident dans l'escalier. « Papa !» murmure Camille, sa voix claire et douce brisant le silence comme le premier rayon de soleil après une tempête. « Tu as oublié de me dire bonjour. » Le monde s'arrête. Antoine Dupuis, homme habitué à prendre des décisions qui impliquent des millions d'euros, qui dirige une entreprise de plus de 200 employés, qui a déjà négocié des contrats en 3 langues différentes et conclu des accords commerciaux dans 5 pays, reste complètement paralysé. La cravate ajustée par les petites mains de Camille semble soudain lourde comme une chaîne en fer. Le cœur d'Antoine bat si fort qu'il est sûr que la petite fille peut l'entendre. Ses mains tremblent imperceptiblement. Je, balbutie-t-il, incapable de former une phrase cohérente. Du 2e étage vient le bruit de pas précipités. Élise a enfin trouvé les documents qu'elle cherchait et descend les escaliers. Quand elle arrive au rez-de-chaussée et voit la scène, sa fille touchant son patron avec une intimité qu'elle n'a jamais montrée à personne, Antoine figé comme une statue, des papiers éparpillés sur le sol, elle pousse un profond soupir qui semble porter le poids d'années de secrets gardés. « Camille !» appelle Élise, sa voix chargée d'une émotion qu'elle essaie de dissimuler. « Viens ici, ma fille. » Mais Camille ne bouge pas. Ses petites mains tiennent encore la cravate d'Antoine, et ses yeux restent fixés sur son visage avec une intensité qui est presque surnaturelle. « Papa est en retard », remarque la petite fille, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Antoine déglutit. Le mot « papa » résonne dans son esprit comme un écho qui se multiplie à l'infini. Pour la première fois en 3 ans, depuis la mort de Clara, il ressent quelque chose qu'il ne peut pas identifier immédiatement. Est-ce de la peur? Est-ce un soulagement? Est-ce une profonde nostalgie pour quelque chose qu'il n'a jamais eu? « Camille, » répète Élise plus fermement maintenant, « lâche le docteur Antoine et viens ici. » Enfin, la petite fille lâche la cravate et fait un pas en arrière. Mais ses yeux restent fixés sur Antoine, comme si elle gravait chaque trait de son visage dans sa mémoire. « Merci », parvient à murmurer Antoine, sa voix rauque et différente. « Merci pour l'aide. » Camille sourit. C'est un petit sourire, presque imperceptible, mais c'est le premier sourire que quelqu'un dans cette maison voit en 8 mois. Et il est exclusivement dirigé vers lui. À partir de ce moment, rien ne sera plus comme avant dans la maison de Montmartre. Antoine arrive au bureau 45 minutes en retard pour la réunion la plus importante du trimestre. L'immeuble commercial sur l'avenue Faria Lima fourmille de l'énergie matinale des affaires parisiennes. Mais il traverse le hall en marbre de Carrare comme s'il marchait au ralenti.
Son esprit n'arrive pas à se déconnecter de l'image de Camille, ajustant sa cravate avec la naturelle de quelqu'un qui exécute un rituel familial. « Papa, tu as oublié de me dire bonjour. » Les mots résonnent dans sa tête, alors que l'ascenseur monte jusqu'au 23e étage, où se trouve le siège de Nogueira Holdings. Son entreprise, fondée il y a 15 ans avec un prêt bancaire et beaucoup de travail, contrôle aujourd'hui un réseau de distributeurs qui dessert tout l'intérieur de l'État et une partie du sud du Minas Gerais. Mais à ce moment-là, regardant son reflet dans les portes miroirs de l'ascenseur, Antoine se sent comme un homme qui vient de découvrir qu'il ne connaît pas sa propre identité. « Antoine, où étais-tu ? Les gens de Martins & Associés sont dans la salle de réunion depuis une demi-heure », s'exclame Dr Ségolène Merelles dès qu'elle voit l'associé émerger de l'ascenseur. Ségolène a 15 ans de plus qu'Antoine et a été celle qui l'a guidé dans ses premiers pas dans le monde des affaires. Avocate spécialisée dans les fusions et acquisitions, elle a les cheveux complètement blancs, peignés en arrière, et porte des lunettes de vue avec une monture en titane qui ont coûté plus qu'une voiture populaire. La présence transmet toujours une sécurité et une expérience, des qualités qu'Antoine valorise généralement beaucoup, mais aujourd'hui, elle semble seulement intensifier sa confusion intérieure. « Désolé, Sergio, j'ai eu un imprévu à la maison », répond Antoine, desserrant la cravate qui porte encore la douce empreinte des mains de Camille. « Imprévu ? Tu n'as jamais d'imprévu. Ta vie est plus organisée que l'agenda de la NASA, ironise Sergio, mais son expression montre une préoccupation sincère. Tout va bien ? Comment expliquer qu'une petite fille de 6 ans, qu'il avait à peine remarquée, vient de révolutionner sa perception de la paternité avec une seule phrase? Comment admettre que, pour la première fois en 3 ans, il a ressenti quelque chose au-delà du vide constant qui s'est installé dans sa poitrine depuis la mort d'Élise? « Je vais bien. Allons à la réunion. » La salle de conférence de Dupuis Holdings impressionne tout visiteur. Une grande table en bois de rose pour 20 personnes domine l'espace, entourée de fauteuils en cuir italiens. Les murs en verre offrent une vue panoramique de la ville où des gratte-ciel se mêlent au vert du parc des Buttes-Chaumont au loin. Aujourd'hui, 3 cadres de l'entreprise Martin & Associés attendent, sirotant du café au lait dans des tasses en porcelaine française et feuilletant des propositions reliées en cuir. « Messieurs, je vous prie de m'excuser pour le retard, » dit Antoine, prenant place à la tête de la table. « Nous pouvons commencer. » Pendant les 2 heures suivantes, il essaie de se concentrer sur les chiffres, les projections, les clauses contractuelles. La proposition de fusion implique la vente de 60% des distributeurs de l'intérieur pour 8,5 millions d'euros, un montant qui permettrait à Dupuis Holdings de s'étendre sur de nouveaux marchés dans le centre-ouest français. C'est une opportunité qu'il a planifiée pendant 2 ans. Mais son esprit le trahit constamment, revenant à la cuisine de la maison, à ses yeux bruns qui semblaient porter une sagesse trop ancienne pour une enfant. « Alors, docteur Antoine, pouvons-nous considérer que nous avons un accord ?» demande Ricardo Martin, le directeur général de l'entreprise acheteuse. Antoine cligne des yeux, réalisant qu'il a perdu les 15 dernières minutes de la conversation. Sergio l'observe avec une expression mêlant surprise et alarme. « J'ai besoin d'analyser quelques détails avec mon équipe. Nous reprendrons la conversation la semaine prochaine, » répond-il, se levant brusquement de sa chaise. Les cadres échangent des regards, clairement mal à l'aise avec le changement soudain de comportement de l'homme d'affaires, connu pour son objectivité et ses décisions rapides. Après la réunion, Sergio reste dans la salle, attendant que les visiteurs partent. « Antoine, en 30 ans de partenariat, je ne t'ai jamais vu agir ainsi. Que diable se passe-t-il ?»« Sergio, as-tu des enfants ?» La question prend l'avocat au dépourvu. « J'ai 3 enfants et 5 petits-enfants. Pourquoi ? Comment as-tu su que tu voulais être père ? De quoi parles-tu, Antoine ? Toi et Élise avez essayé d'avoir des enfants pendant des années. Vous avez même fait un traitement de fertilité.
je sais, mais quand as-tu ressenti pour la première fois cet instinct paternel? Comment cela fonctionne-t-il? Sergio retire ses lunettes et les nettoie soigneusement, prenant le temps de traiter la direction étrange que la conversation a prise. Écoute, avec mon premier enfant, c'était progressif. La responsabilité a grandi pendant la grossesse d'Élise. Mais il y a eu un moment précis, quand il est né, et que le médecin a mis ce petit être dans mes bras. C'était comme si un interrupteur s'était allumé en moi. Il fait une pause. Pourquoi ces questions? Et si ce sentiment apparaissait soudainement, sans avertissement? Antoine, tu me préoccupes. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je devrais savoir? Antoine s'approche de la fenêtre et observe le mouvement de la ville en bas. Des voitures minuscules naviguent dans les avenues comme des fourmis organisées, des gens courant vers leurs engagements, la vie suivant. Son rythme effréné alors qu'il sent que son monde personnel vient d'être bouleversé. Il y a une petite fille chez moi, fille de Camille, ma femme de ménage. Elle vient à la maison depuis quelques mois, et ce matin, elle m'a appelé papa. Et j'ai ressenti comme si elle était vraiment ma fille. Le silence qui suit est lourd comme du plomb. Sergio remet ses lunettes et observe son associé avec une expression qu'Antoine ne parvient pas à déchiffrer. Antoine, tu as traversé beaucoup de traumatismes avec la perte d'Élise. Il est naturel que ton esprit cherche des moyens de combler ce vide, mais projeter des sentiments paternels sur une enfant que tu connais à peine, ce n'est pas une projection, interrompt Antoine, se retournant brusquement. Sergio, je sais comment cela sonne. Je sais que cela semble fou. Mais quand elle a touché ma cravate et a dit ces mots, c'était comme si une partie de moi qui était endormie depuis des années s'était réveillée soudainement. Elle t'a touché? Elle a ajusté ma cravate, comme une fille le ferait avec son père avant qu'il parte travailler. Sergio se lève et marche vers Antoine. Écoute, tu as besoin de vacances, tu travailles trop, tu dors peu, tu manges mal. Quand as-tu pris un vrai congé pour la dernière fois? Ce n'est pas de la fatigue, Sergio. Alors, qu'est-ce que tu penses que c'est? Antoine n'a pas de réponse à cette question. Ou peut-être qu'il en a une, mais il n'est pas prêt à la verbaliser. Le reste de la journée passe au ralenti. Réunions internes, appels aux fournisseurs, analyse de rapports financiers, tout exécuté avec une compétence automatique, tandis qu'une partie de son esprit reste dans la maison de Montmartre. À 6 heures de l'après-midi, quand il resterait normalement au bureau jusqu'à 9 heures à travailler sur des tableaux et des stratégies, Antoine prend les clés de son Audi A8 noir et commence le chemin du retour à la maison. Le trafic sur la marginale Pinheiros est chargé comme toujours, mais il ne s'énerve pas de la lenteur. Pour la première fois depuis des années, il ressent une étrange anxiété à l'idée de rentrer chez lui, non pas à cause de la solitude habituelle, mais pour quelque chose de complètement différent. Pendant le trajet de 45 minutes, son esprit reconstruit chaque seconde de la rencontre matinale avec Camille, la façon dont elle s'est approchée sans peur, la manière dont ses petits doigts ont ajusté la cravate avec précision, la clarté cristalline de sa voix disant « papa », comme si ce mot lui avait toujours appartenu. Lorsqu'il se gare enfin dans le garage de la maison, il est 7h15 du soir. La maison. La cuisine est illuminée de l'intérieur, et à travers les fenêtres, Antoine peut voir Madame Claire préparer le dîner. Il serait normal d'entrer par la porte principale et de suivre sa routine habituelle, une douche, dîner seul dans la salle à manger en lisant des emails sur sa tablette, puis passer quelques heures au bureau avant de dormir. Mais aujourd'hui, quelque chose le pousse à entrer par la porte de derrière. La cuisine est parfumée par l'arôme d'un ragoût de viande que Claire assaisonne avec des herbes du jardin de Monsieur Armando. La maîtresse de maison lève les yeux, surprise par l'entrée inattendue de son patron. « Bonsoir, docteur Antoine. Tout va bien ?»« Bonsoir, Claire. »« Oui, tout va bien. Là, Élise est-elle encore ici ?»« Elle est partie il y a peu, emmenant la petite. Elles partent toujours à 7 heures. »
Une pointe de déception traverse la poitrine d'Antoine. Il avait créé inconsciemment une attente de retrouver Camille, peut-être échanger quelques mots, comprendre mieux ce qui s'était passé le matin. La petite, comment s'est-elle comportée durant la journée? Claire cesse de remuer le ragoût et l'observe avec curiosité. Pourquoi cet intérêt, docteur? Juste de la curiosité. Elle reste toujours si silencieuse. Eh bien, aujourd'hui c'était différent. Pour la première fois depuis qu'elle vient ici, elle est sortie de la salle à manger. Elle a passé un moment dans le jardin d'hiver avec Armando, puis a demandé à sa mère de lui montrer la bibliothèque. La bibliothèque? Antoine n'a pas visité cette pièce depuis 2 ans. Depuis la mort de Clara, les étagères pleines de livres qu'ils avaient collectionnés ensemble sont devenues un mémorial trop douloureux à fréquenter. Élise a dit que la petite était fascinée par tous ces livres. Elle a demandé s'il y en avait sur l'histoire du Brésil. Et il y en a? Oui, il y en a. Vous et Madame Clara avez acheté une belle collection sur la période coloniale, vous vous souvenez? Ces livres avec des illustrations en couleur. Antoine se souvient. Clara était professeure d'histoire avant leur mariage, et elle adorait les livres avec des illustrations détaillées. Ils ont dépensé une fortune pour une édition spéciale sur l'arrivée de la famille royale portugaise au Brésil. La petite sait lire? Oui, très bien. Élise a dit qu'elle a lu quelques passages à voix haute, avec une prononciation parfaite. Quelque chose de chaud se répand dans la poitrine d'Antoine. De la fierté. Mais fierté de quoi? Camille n'est pas sa fille. Il ne la connaît même pas vraiment. Après avoir dîné seul, comme toujours, Antoine monte au 2e étage et s'arrête devant la porte de la bibliothèque. Ses mains hésitent sur la poignée dorée pendant presque 1 minute entière, avant de finalement ouvrir la porte. La pièce reste exactement comme Clara l'a laissée. Des étagères en acajou du sol au plafond, un fauteuil de lecture placé près de la fenêtre, une table d'appoint où elle avait l'habitude de laisser des livres ouverts et des cahiers avec des notes. L'odeur de papier ancien et de bois ciré le transporte immédiatement vers des après-midi paresseux passés ensemble, elle lisant, lui travaillant sur son ordinateur portable. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Sur la table d'appoint, quelqu'un a laissé ouvert le livre « La cour au Brésil », exactement à la page qui montre l'illustration du débarquement de 2 juin 6 au port de Rio de Janeiro. À côté du livre, une feuille de papier avec un dessin fait au crayon de couleur. Antoine s'approche et examine le dessin. C'est clairement l'œuvre d'un enfant, mais avec une richesse de détails qui le surprend. La scène représente une famille, père, mère et une petite fille, marchant main dans la main devant une grande maison. Ce n'est pas la représentation typique des dessins d'enfants, avec des figures disproportionnées et des couleurs aléatoires. Il y a une harmonie dans les proportions, un choix judicieux des couleurs, une attention aux détails qui révèle un talent précoce. Mais ce qui attire vraiment son attention, c'est l'homme dans l'illustration. Grand, cheveux sombres, portant quelque chose qui ressemble beaucoup à un costume. Et la petite fille à ses côtés a des tresses brunes et tient sa main avec un sourire qui irradie de la page. Dans le coin inférieur droit, en lettres soigneusement tracées, il est écrit « Pour papa qui a oublié le bonjour, Camille ». Antoine s'effondre dans le fauteuil de lecture, tenant le dessin comme s'il s'agissait d'un document légal d'une valeur inestimable. Pour la première fois depuis la mort de Clara, il pleure. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais quelque chose de plus complexe, un mélange d'émotions, de confusion et d'un espoir qu'il n'ose nommer. Dehors, la ville de Paris continue sa danse nocturne de lumières et de mouvements. Mais à l'intérieur de la bibliothèque silencieuse de la maison de Montmartre, un homme vient de découvrir que le cœur humain possède des compartiments qui peuvent rester verrouillés pendant des années et être ouverts par un seul mot prononcé par un enfant. Le lendemain matin, vendredi, Antoine se réveille à 5h45, 15 minutes plus tôt que d'habitude. Pour la première fois en 3 ans, ce n'est pas le réveil qui le tire du sommeil, mais une étrange anxiété presque adolescente de retrouver Camille. Pendant sa douche, il se surprend à imaginer comment il pourrait la saluer correctement,
peut-être même rendre le bonjour qu'elle a mentionné avoir oublié la veille. Il s'habille avec plus de soin que d'habitude. Un costume gris anthracite, d'Armani, une chemise bleu clair et une cravate en soie italienne de couleur bordeaux, celle que les petits doigts de Camille avaient ajustée avec tant de naturel. En faisant le nœud de la cravate devant le miroir du dressing, ses mains tremblent imperceptiblement. La maison est encore silencieuse quand il descend à la salle à manger à 7h15. Madame Claire est déjà dans la cuisine, préparant le café du matin, mais Élise et Camille ne sont pas encore arrivées. L'horloge murale indique 7h18 quand il entend le bruit familier de la sonnette de l'arrière. « Bonjour, Élise. Bonjour, Camille. » Salue Claire quand les deux entrent par la porte de la cuisine. Antoine, assis à la table de la salle à manger, quelque chose d'inédit dans sa routine matinale, lève les yeux du journal qu'il feignait lire et observe la petite fille. Camille porte le même uniforme scolaire impeccable, les mêmes tresses parfaites, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Quand leurs regards se croisent, elle ne détourne pas immédiatement le regard comme elle le faisait toujours. « Bonjour », dit-il, s'adressant spécifiquement à la fille. Élise s'arrête au milieu du mouvement de suspendre son sac sur le crochet du mur. En 8 mois de travail dans la maison avec sa fille, elle n'a jamais vu son patron saluer Camille directement. « Bonjour, papa », répond Camille, avec la même naturelle que la matinée précédente, comme si cela faisait des années que c'était une routine établie. Le cœur d'Antoine s'accélère, mais cette fois il est préparé à l'émotion. Il sourit, un sourire sincère qui surprend même Madame Claire, habituée à la sériosité perpétuelle de son patron. « Tu as fait un très joli dessin hier, je l'ai trouvé à la bibliothèque. » Les yeux de Camille s'illuminent. « Tu as aimé ? J'ai beaucoup aimé. Tu dessines très bien pour une fille de 6 ans. » « Je dessine depuis petite. Maman dit que je suis née avec un crayon à la main. » C'est la conversation la plus longue que Camille ait eue avec quelqu'un d'autre que sa mère depuis qu'elle fréquente la maison. Élise observe tout en silence, avec une expression qui mélange joie et inquiétude. « Tu aimes les livres ?» demande Antoine. « J'aime beaucoup. Hier, maman m'a montré ses livres sur l'ancienne France. Il y a beaucoup de belles images. Si tu veux, tu peux emprunter n'importe quel livre de la bibliothèque. Je sais que tu en prendras soin. » Camille sourit, le deuxième sourire que quelqu'un voit d'elle en 8 mois, et encore une fois, exclusivement dirigé vers Antoine. « Je peux vraiment ? » ?»« Oui, bien sûr, c'est pour ça que les livres existent, pour être lus. » À ce moment-là, Élise s'approche de la table. « Docteur Antoine, si vous me le permettez, j'ai besoin de vous parler d'une chose importante. » Il y a quelque chose dans la voix d'Élise qui fait comprendre à Antoine que la conversation ne concerne pas les horaires ou les tâches ménagères. « Bien sûr, Élise. Pouvons-nous parler en privé ? » « Camille, va dans la salle à manger et commence à dessiner. Maman arrive tout de suite, » ordonne Élise. La petite obéit sans poser de questions, mais avant de quitter la cuisine, elle s'arrête à côté d'Antoine et à nouveau, avec cette spontanéité déconcertante, ajuste sa cravate. « Maintenant, c'est parfait pour le travail, papa. » Après le départ de Camille, un lourd silence s'installe entre Antoine et Élise. L'employée, normalement sûre d'elle et objective, montre une nervosité qu'il n'avait jamais remarquée. « Docteur Antoine, je dois vous expliquer certaines choses sur Camille. » « J'écoute. Vous avez remarqué qu'elle est différente depuis hier ? » ?»« Oui, je l'ai remarqué, plus communicative. C'est qu'elle n'a jamais eu ce comportement avec personne. Même avec moi, elle n'est pas si affectueuse. » Antoine fronce les sourcils. « Comment ça ?» Élise prend une profonde respiration avant de continuer. « Camille n'est pas une enfant normale, docteur. Elle a certaines particularités que je n'ai jamais su expliquer correctement. » « Quel genre de particularité ? » ?»« Elle est très intelligente, trop intelligente pour son âge. Elle a appris à lire toute seule à 4 ans. Elle parle quelques mots dans d'autres langues que je ne lui ai jamais enseignées. Et elle a une mémoire qui fait peur. » « Fait peur comment ?
Elle se souvient de conversations entières qu'elle a entendues des mois auparavant. Elle peut les répéter mot à mot. Et elle a une façon d'observer les gens qui est presque troublante. Antoine se penche en arrière dans sa chaise, traitant les informations. Et son père? La question fait pâlir Élise visiblement. Ses mains se ferment et s'ouvrent nerveusement. Elle n'a pas de père, docteur. Elle n'en a jamais eu. Élise, un enfant ne naît pas sans père. Je sais, docteur, mais... La voix d'Élise tremble. La situation est compliquée. Compliquée comment? Élise marche jusqu'à la fenêtre de la cuisine et observe le jardin où M. Armando travaille déjà parmi les plantes matinales. L'arôme du café frais se mêle à la brise qui apporte le parfum des fleurs qui commencent à éclore avec l'approche de l'automne parisien. Docteur Antoine, puis-je vous poser une question un peu personnelle? Oui. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un, même sans jamais avoir vu cette personne auparavant? La question frappe Antoine comme un coup de poing dans le ventre. C'est exactement ce qu'il a ressenti. Hier, lorsque Camille a ajusté sa cravate, une familiarité inexplicable, comme s'il s'agissait d'une réunion plutôt que d'une première rencontre réelle. Pourquoi demandez-vous cela? Parce que Camille m'a dit quelque chose hier qui m'a laissé sans voix. Quoi? Elle a dit que vous avez la même odeur que son papa. Le silence qui suit est assourdissant. Antoine sent le sang lui monter au visage. Élise, vous avez dit qu'elle n'a pas de père. J'ai dit qu'elle n'en a pas. Mais elle parle toujours d'un papa qu'elle seule connaît, depuis qu'elle est petite. Je pensais que c'était un ami. Imaginaire, une chose d'enfant. Et que dit-elle d'autre sur ce papa? Elle dit qu'il est grand, qu'il porte de beaux vêtements, qu'il a de grandes mains chaudes, et qu'un jour, il reviendrait la chercher. Antoine se lève brusquement de sa chaise, marchant jusqu'à l'évier de la cuisine. Ses mains se posent sur le plan de travail en granit, et il sent comme si le sol oscillait sous ses pieds. Élise, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Camille est-elle votre fille biologique? La question plane dans l'air comme une bombe prête à exploser. Élise ferme les yeux et quand elle les ouvre à nouveau, des larmes brillent. Non, docteur, elle ne l'est pas. Les mots tombent comme des briques dans une eau stagnante, créant des vagues qui se propagent infiniment. Comment ça? Camille est arrivée dans ma vie il y a 3 ans. Je l'ai trouvée dans un foyer à Lyon, où j'ai travaillé quelques mois comme bénévole. Un foyer? Oui, docteur. Elle avait 3 ans quand elle est arrivée là. Elle ne parlait rien, n'interagissait avec personne. Les assistantes sociales ont dit que ses parents avaient disparu dans des circonstances étranges et qu'elle avait été trouvée seule dans une maison à Marseille. Antoine se tourne lentement pour faire face à Élise. Et comment a-t-elle atterri avec vous? Je suis tombée amoureuse de cette petite fille perdue. Elle était si fragile. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans ses yeux qui attirait mon attention. J'ai commencé à lui rendre visite tous les jours. Après quelques mois, j'ai obtenu la garde provisoire. Et depuis, elle vit avec vous? Oui, mais je n'ai jamais réussi à l'adopter officiellement. Parce que... Élise hésite. Parce que quoi? Parce qu'elle n'a pas de document officiel. Aucun acte de naissance, aucun certificat. C'est comme si elle n'existait pas sur le papier. Antoine sent ses jambes fléchir. Il marche jusqu'à la chaise et se rassoit. Élise, as-tu des informations sur ses parents? Très peu. Je sais que le père s'appelait Raphaël et la mère Marina. Ils étaient jeunes, dans la vingtaine. Ils vivaient dans une maison louée à Nice et un jour, ils ont simplement disparu. Disparu comment? La police a trouvé la maison avec des signes d'un départ précipité, des vêtements éparpillés, quelques meubles retournés, mais aucun signe de violence, comme s'il avait fui quelque chose. Et Camille, elle était cachée dans un placard de la chambre avec une poupée et un morceau de pain. Les voisins ont dit qu'elle était restée seule dans la maison pendant 2 jours avant que quelqu'un ne remarque que quelque chose n'allait pas. Les informations s'accumulent dans l'esprit d'Antoine, comme des pièces d'un puzzle
qu'il n'arrive pas à assembler. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne colle pas, quelque chose qui le dérange profondément. Et pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant? Parce que je ne pensais pas que c'était important. Et pour vous, Camille a toujours été une enfant tranquille, qui ne dérangeait personne. Et parce que... Élise fait une autre longue pause. Parce que quoi? Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Peur qu'un jour quelqu'un vienne la prendre. Peur qu'on découvre que sa situation n'est pas complètement légale. Et maintenant... La voix d'Élise se brise. Maintenant, j'ai peur qu'elle s'attache trop à vous et souffre en découvrant qu'elle n'est vraiment la fille de personne. Antoine observe Élise pleurer silencieusement et ressent une urgence croissante de comprendre toute la vérité sur Camille. La fille qui hier n'était qu'une présence silencieuse dans sa maison est aujourd'hui devenue un mystère qui consume toutes ses pensées. Élise, as-tu des photographies de ses parents? Des informations supplémentaires? J'ai quelques affaires qui étaient dans la maison quand elle a été trouvée. J'ai tout gardé dans une boîte, en espérant qu'un jour elle voudrait voir. Peux-tu apporter cette boîte? Je peux, docteur, mais puis-je demander pourquoi? Antoine n'a pas de réponse rationnelle à cette question. Il ressent simplement une compulsion inexplicable de découvrir tout sur l'origine de Camille, comme si sa propre paix d'esprit en dépendait. Parce que maintenant, elle fait aussi partie de ma vie. De la cuisine arrive le doux son de Camille fredonnant une mélodie qu'Antoine ne reconnaît pas. C'est une chanson douce, mélancolique, qui semble porter la nostalgie de quelque chose de très lointain. Pour la première fois, il se demande si une enfant de 6 ans peut ressentir de la nostalgie pour des personnes qu'elle peine à se souvenir d'avoir connues. Le lundi arrive chargé d'une humidité typique de l'automne parisien. Antoine se réveille à 5h30, 1 heure avant le réveil, l'esprit déjà occupé par la promesse d'Élise d'apporter la boîte avec les affaires des parents de Camille. Pendant le week-end, il a à peine réussi à se concentrer sur autre chose que cette conversation révélatrice dans la cuisine. Samedi, il a passé des heures à la bibliothèque, observant les livres que Clara avait méticuleusement organisés par périodes historiques. Il a trouvé d'autres dessins de Camille, éparpillés entre les pages, de petites illustrations de famille, de maisons et de jardins, qui démontraient un talent artistique impressionnant pour une enfant de 6 ans. Dans l'un des dessins, il a découvert quelque chose qui l'a profondément troublé. Une silhouette masculine grande, en main-poire, costume, tenant la main d'une fille devant une maison qui ressemblait beaucoup à sa villa. Le dessin était daté de 2 semaines auparavant, bien avant l'incident sur l'escalier qui avait tout changé entre eux. Antoine s'habille avec encore plus de soin ce matin-là. Un costume bleu marine de Hugo Boss, une chemise blanche en coton égyptien et la même cravate bordeaux qui est devenue une sorte de symbole de la connexion avec Camille. Ses mains tremblent légèrement en faisant le nœud. Une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis les premières rencontres d'affaires importantes au début de sa carrière. Lorsqu'il descend à la cuisine à 7 heures, il trouve une scène qui le réchauffe de l'intérieur. Camille est déjà assise à sa chaise habituelle, mais cette fois, elle ne dessine pas. Elle a devant elle l'un des livres de la bibliothèque, Contes traditionnels de France, et elle lit à voix basse pour elle-même. « Bonjour papa », dit-elle sans lever les yeux du livre, comme si son arrivée était aussi prévisible que le lever du soleil. « Bonjour Camille », répond Antoine en s'asseyant à la table. « Quelle histoire lis-tu? L'histoire de Mélusine, tu connais? » « Je connais. C'est l'une des plus belles légendes de notre folklore. » Pour la première fois, Camille lève les yeux du livre et le regarde avec curiosité. « Crois-tu aux légendes ?» La question le prend au dépourvu. Il y a une profondeur dans ses yeux marrons qui lui donne l'impression qu'elle teste quelque chose de plus que sa connaissance du folklore français. « Je crois que toute légende a un fond de vérité, » répond-il prudemment. « Ma mère dit que certaines légendes sont des souvenirs qui se sont perdus dans le temps. Ta mère est très sage. » À ce moment-là, Élise entre dans la cuisine, portant une boîte à chaussures enveloppée de papier craft.
Ses yeux sont rouges, comme si elle avait pleuré pendant le trajet de chez elle à la villa. « Docteur Antoine, j'ai apporté ce que vous avez demandé », dit-elle en plaçant la boîte sur la table avec un soin révérencieux. « Camille, va aider Madame Claire dans la cuisine », ordonne Élise. « Mais je veux rester ici avec papa », proteste la petite fille. Le proteste surprend tout le monde. C'est la première fois que Camille remet en question un ordre de sa mère. Élise et Antoine échangent des regards tendus. Camille, « Obéis à maman », dit Antoine doucement. « Nous parlerons plus du livre après. » La petite fille ferme le livre à contre-cœur et sort de la cuisine, mais pas avant d'ajuster à nouveau la cravate d'Antoine, un geste qui devient un rituel matinal. Lorsqu'il se retrouve seul, Élise ouvre la boîte, avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y a peu d'objets, mais chacun d'eux semble porter le poids d'une vie interrompue. Quelques photographies jaunies, un acte de mariage, un carnet de notes et un petit cadre photo en argent. Antoine prend la première photographie et ressent comme un choc électrique. L'image montre un jeune couple devant une maison simple de classe moyenne. L'homme est grand, avec des cheveux sombres et ondulés, des yeux clairs qui transmettent une intelligence aiguë. La femme est délicate, avec des cheveux blonds et lisses, et un sourire doux qui illumine tout son visage. Mais ce qui choque vraiment Antoine, c'est l'impressionnante ressemblance entre l'homme de la photographie et lui-même à son âge. « Mon Dieu !» murmure-t-il, tenant la photo avec des mains qui tremblent visiblement. « Vous avez aussi vu, n'est-ce pas, docteur ? Élise, cette photo date de quand ? Cela doit faire environ 8 ou 9 ans. Elle était collée sur le réfrigérateur de la maison où ils ont trouvé Camille. » Antoine examine d'autres photographies. Sur l'une d'elles, il voit le couple avec un bébé dans les bras. Clairement, Camille encore très petite. Sur une autre, la famille est à la plage, avec la petite fille déjà en train de marcher, peut-être âgée d'1 an et demi. « Comment expliques-tu cette ressemblance ?» demande Antoine, sa voix rauque d'émotion. « Je ne peux pas l'expliquer, docteur. C'est pourquoi j'ai eu si peur quand Camille a commencé à l'appeler papa. C'est comme si elle reconnaissait quelque chose. » Antoine prend le carnet de notes. L'écriture est masculine, organisée, avec des notes qui semblent être de travail. La plupart des pages contiennent des chiffres, des calculs et des noms qu'il ne reconnaît pas. Mais sur l'une des dernières pages, il trouve quelque chose qui fait glacer son sang. Marianne est inquiète. Les appels étranges continuent. Hier, une voiture noire est restée garée devant la maison pendant 3 heures. Je dois protéger ma famille, mais je ne sais pas comment. Si quelque chose nous arrive, j'espère que Camille retrouvera son chemin vers la maison. Elle a toujours eu un instinct spécial. Et pour les personnes importantes, la note est datée de mars 2019, quelques mois avant la disparition du couple. Élise, as-tu lu ça? Oui, docteur, et cela me donne des frissons à chaque fois. Que penses-tu que cela signifie? Je pense qu'il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Antoine continue de feuilleter le carnet et trouve une autre note troublante. Camille a demandé aujourd'hui si j'avais un frère. Elle a dit qu'elle avait rêvé d'un homme qui lui ressemblait, mais plus vieux. Dans le rêve, il vivait dans une grande maison avec beaucoup de livres. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était qu'une imagination, mais elle a insisté pour dire que c'était un souvenir, pas un rêve. La note date de février 2019. Camille n'avait que 3 ans à l'époque. « Élise, » dit Antoine, sa voix presque un murmure, « je dois enquêter plus en profondeur. » « Enquêter comment ? J'ai des contacts, des personnes qui peuvent t'aider à découvrir ce qui est vraiment arrivé à ses parents. » À ce moment-là, Camille revient dans la cuisine, portant une tasse de café que Madame Claire lui a clairement demandé de livrer. « Papa, pourquoi regardez-vous des photos de ma vraie famille ?» demande-t-elle, avec une naturelle qui laisse les adultes paralysés. Antoine et Élise échangent un regard, stupéfaits. « Isa !» balbutie Élise. « Comment sais-tu que ce sont des photos de ta vraie famille ?»« Je me souviens d'eux » répond la petite fille, s'approchant de la table. « Puis-je voir ?» Avec des mains tremblantes, Antoine lui remet la photographie du couple.
Camille l'observe pendant un long moment et ses yeux se remplissent de larmes. « Papa Antoine et maman Marianne, » murmure-t-elle. « Ils sont partis pour me protéger. »« Protéger de quoi, ma fille ?» demande Élise, s'asseyant à côté de la petite fille. « Des méchants qui voulaient m'emmener loin d'eux. » Antoine ressent un frisson parcourir son échine. « Camille, tu te souviens des méchants ?» La petite fille hoche la tête. « Ils venaient dans une voiture noire. Papa Antoine devenait très nerveux quand ils apparaissaient. »« Et te souviens-tu d'autre chose ?» Camille arrête de regarder la photographie et fixe ses yeux dans ceux d'Antoine. « Je me souviens que papa Antoine a dit que si quelque chose arrivait, je devais chercher mon autre papa. » Ton autre papa. Il a dit que je saurais le reconnaître quand je le rencontrerais. Que ce serait quelqu'un qui sentirait comme lui, qui vivrait dans une maison avec beaucoup de livres et qui prendrait soin de moi comme lui le faisait. Le silence qui suit est total. Même les bruits habituels de la maison semblent s'être tus. « Camille, » dit Antoine avec une extrême délicatesse, « pourquoi penses-tu que je suis cet autre papa ?» La petite fille sourit, un sourire qui mélange l'innocence enfantine avec une sagesse qui ne devrait pas exister chez une enfant de 6 ans. « Parce que quand tu es près de moi, je me sens à nouveau chez moi. » La phrase frappe Antoine comme un éclair. Il se lève, brusquement marche jusqu'à la fenêtre et pose ses mains sur le rebord, essayant de traiter tout ce qu'il vient d'entendre. « Docteur Antoine, » dit Élise doucement, « vous allez bien ?» Il se retourne et des larmes sont dans ses yeux. « Élise, je dois passer quelques appels urgents. Peux-tu rester avec Camille aujourd'hui ?»« Bien sûr, docteur. »« Camille, » appelle-t-il, se tournant vers la petite fille, « voudrais-tu passer la journée ici avec moi ? Nous pouvons lire plus de livres dans la bibliothèque. » Les yeux de Camille s'illuminent comme des étoiles. « Je peux vraiment ? » ?»« Oui, tu peux. Aujourd'hui est un jour spécial. » Pendant que Camille court chercher ses crayons de couleur, Antoine s'approche d'Élise. « Je dois découvrir toute la vérité sur cette famille. Il y a quelque chose dans cette histoire qui va au-delà des coïncidences. Et si vous découvriez des choses que vous ne vouliez pas savoir ?» Antoine regarde dans la direction où Camille a disparu, entendant le son de ses pas rapides dans les escaliers. « Alors j'affronterai les conséquences. Parce qu'elle est maintenant aussi ma responsabilité. » Du haut de l'étage, la douce voix de Camille arrive, fredonnant la même mélodie mélancolique qu'il a entendue vendredi. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Antoine reconnaît la chanson. C'est une berceuse que sa propre mère avait l'habitude de lui chanter quand il était enfant. Une chanson qu'il n'a jamais enseignée à personne et qui est morte avec elle. Il y a 15 ans. Antoine annule toutes les réunions du matin et passe 3 appels essentiels depuis son bureau dans le manoir. Le premier est pour le docteur Sergio Meireles, demandant des contacts de détectives privés spécialisés dans les affaires de personnes disparues. Le deuxième est pour un avocat pénaliste qui s'occupe de grands entrepreneurs parisiens. Le troisième, le plus difficile, est pour sa sœur Hélène qui vit au Portugal depuis 15 ans. Hélène, j'ai besoin que tu me racontes tout ce que tu sais sur notre famille, dit-il, sans échanger de salutations préliminaires. Antoine, quelle heure est-il? Tu vas bien? Répond sa sœur, clairement surprise par cet appel inattendu. Je vais bien, mais j'ai besoin d'informations urgentes. Notre père avait-il des frères? Un cousin? Un parent qui aurait pu avoir des enfants? Pourquoi cette curiosité soudaine pour la généalogie? Hélène, c'est sérieux. Il pourrait y avoir un parent à nous dont nous avons perdu le contact. De l'autre côté du fil, Hélène fait une longue pause. Antoine, il y a une chose que je ne t'ai jamais racontée parce que maman m'a fait promettre de garder le secret. Le cœur d'Antoine s'accélère. Quelle chose? Notre père avait un frère jumeau. Les mots résonnent dans le bureau comme un coup de feu. Antoine se lève de sa chaise en cuir et marche jusqu'à la fenêtre qui donne sur le jardin où il peut voir Camille jouer parmi les azalées sous la supervision affectueuse de M. Armando. Comment ça, un frère jumeau? Jumeau, identique. Son nom était Roberto, mais ils se sont disputés quand ils étaient jeunes, même avant ma naissance.
Maman a dit que c'était une grosse dispute à propos d'argent et d'une femme. Et que lui est-il arrivé? Il a disparu de Paris. Maman a su par des connaissances communes qu'il avait déménagé sur la côte, à Nice ou à Saint-Vincent. Il s'est marié, a eu des enfants, mais ils n'ont jamais repris contact. Antoine sent ses jambes fléchir. Nice. Le même endroit où Camille a été trouvée seule dans une maison abandonnée. Hélène, sais-tu s'il a eu des fils? Je pense que oui. Maman a mentionné une fois qu'elle avait entendu dire qu'il avait un fils, mais c'était il y a longtemps. Pourquoi toutes ces questions? Je dois raccrocher maintenant, Hélène. Je t'expliquerai tout plus tard. Après avoir raccroché, Antoine reste à la fenêtre en observant Camille. La petite a trouvé un parterre de marguerites et fait une petite couronne de fleurs avec une habileté impressionnante pour son âge. Ses mouvements sont délicats, précis, et il y a une concentration sereine sur son visage qui lui rappelle quelqu'un. Il se souvient de Clara. Sa femme avait exactement la même expression lorsqu'elle travaillait dans ses jardins d'herbes sur le balcon de l'ancien appartement. La même patience, la même délicatesse avec les plantes, la même façon d'incliner légèrement la tête lorsqu'elle était absorbée dans une tâche manuelle. 1 heure plus tard, le détective privé recommandé par Sergio arrive au manoir. Carlos Mendoza a 50 ans, des cheveux grisonnants et une présence qui inspire confiance. Ancien enquêteur de la police, il s'est spécialisé dans les affaires de personnes disparues après avoir pris sa retraite du service public. Monsieur Dupuis, votre associé m'a brièvement expliqué la situation. Vous souhaitez enquêter sur la disparition des parents d'une enfant? Exactement. Mais il y a des complications. Antoine lui remet une copie des photographies qu'Élise a apportées. Cet homme pourrait être le fils du frère jumeau de mon père. Carlos examine les photos avec une attention professionnelle. La ressemblance est vraiment impressionnante. Quand a eu lieu la disparition? Mars 2019, à Nice. L'enfant a été trouvé seul dans une maison, sans documents officiels. Et où est-elle maintenant? Ici, avec moi. La personne qui s'occupait d'elle m'a apporté quelques affaires de ses parents. Antoine remet le carnet avec les notes d'Antoine. Carlos lit les pages marquées en silence, fronçant progressivement les sourcils. Monsieur Dupuis, ces notes suggèrent que la famille était poursuivie. Cela pourrait être plus compliqué qu'un simple cas de personne disparue. Comment ça? Des voitures étranges, des appels anonymes, une peur explicite pour la sécurité de la famille. Cela a des caractéristiques de protection de témoins ou de fuite face à des menaces sérieuses. À ce moment-là, Camille entre dans le bureau en portant sa couronne de marguerite. Elle s'arrête à la porte, observant l'homme inconnu avec la même expression analytique qu'elle utilise pour étudier tout ce qui l'entoure. « Papa, qui est cet homme ?» demande-t-elle directement à Carlos, le surprenant par son assurance. « Je suis Carlos, un ami de ton père », répond le détective, regardant Antoine à la recherche d'orientation sur la façon de se référer à leur relation. Camille s'approche et tend la couronne de fleurs à Antoine. « J'ai fait ça pour toi. Les marguerites sont des fleurs de personnes qui protègent d'autres personnes. »« Comment sais-tu cela ?» demande Carlos, intrigué. « Papa Antoine m'a appris. Il disait que chaque fleur a une signification spéciale. » Carlos et Antoine échangent des regards significatifs. « Camille, » dit Antoine doucement, « te souviens-tu d'autre chose que papa Antoine t'a apprise ?» La petite s'assoit sur un fauteuil près de la table, arrangeant soigneusement sa jupe à carreaux. « Il m'a appris que des personnes importantes doivent parfois se cacher pour protéger ceux qu'elles aiment. Et il a dit que vous vous cachiez. Il ne l'a pas dit avec ces mots, mais je le savais. Maman Marianne regardait toujours par la fenêtre avant de sortir de la maison, et papa Antoine a changé les serrures 3 fois. Carlos note chaque mot dans un petit carnet. « Camille, te souviens-tu d'un nom que tes parents mentionnaient? Une personne dont ils avaient peur ?» La petite reste silencieuse un long moment, comme si elle naviguait dans des souvenirs profonds. « Il y a un nom que maman Marianne disait doucement à papa Antoine. Il pensait que je n'entendais pas, mais j'entendais. » « Quel nom ?»
Colonel Salinas. L'expression de Carlos change instantanément. Il arrête d'écrire et regarde directement Antoine. « Monsieur Dupuis, nous devons parler en privé. » Antoine demande à Camille d'aller aider Madame Claire dans la cuisine, promettant qu'ils liront plus de livres ensemble plus tard. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, Carlos ferme le carnet d'un mouvement sec. « Monsieur Dupuis, savez-vous qui est le colonel Salinas ? Je n'ai jamais entendu ce nom. Eduardo Salinas était colonel de l'armée, expulsé de la corporation en 2015 pour son implication dans le trafic à la frontière avec le Paraguay. Depuis alors, il dirige un réseau de trafic qui opère entre Nice, Paris et l'intérieur. Antoine sent le sang lui monter au visage. Et quel serait le lien avec la famille de Camille ? C'est ce que je dois découvrir. Mais si cet enfant est témoin de quelque chose impliquant Salinas, elle pourrait être en danger. Comment ça, en danger ? Salinas ne laisse pas de fils à retordre, docteur Dupuis. Si ses parents ont découvert quelque chose de compromettant et ont réussi à cacher la fille avant de disparaître... Carlos ne termine pas sa phrase, mais Antoine comprend parfaitement l'implication. Que recommandez-vous ? D'abord, je vais enquêter discrètement sur la disparition du couple. Deuxièmement, je vous suggère de renforcer la sécurité de la maison. Et troisièmement, Carlos fait une pause. Vous devez décider jusqu'où vous êtes prêt à aller pour protéger cet enfant. Par la fenêtre du bureau, Antoine peut voir Camille, dans le jardin, maintenant en train d'aider Monsieur Armand à arroser les plantes. Elle tient le tuyau avec ses petites mains, riant lorsque l'eau éclabousse ses chaussures. C'est une scène de pure innocence. Mais maintenant, il sait qu'il y a derrière ce rire doux une histoire d'horreur qu'une fille de 6 ans ne devrait jamais porter. « Carlos, dit-il enfin, j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte. Même si cela signifie affronter des personnes dangereuses ?» Antoine pense à la façon dont Camille ajuste sa cravate chaque matin, à la manière dont elle l'appelle « papa » avec une naturelle qui fait fondre son cœur, au sourire qui est apparu sur son visage. Lorsqu'il a promis qu'ils pourraient lire des livres ensemble, surtout si cela signifie cela. Lorsque Carlos quitte la maison 1 heure plus tard, Antoine reste dans le bureau à feuilleter les photographies de la famille de Camille. L'une d'elles l'intrigue particulièrement. Raphaël, Marianne et la petite Camille dans un parc, tous souriant à la caméra. Mais au fond de l'image, flou mais visible, il y a un homme aux lunettes de soleil observant la famille à distance. Un homme qui ne fait clairement pas partie de la scène familiale. Antoine prend une loupe dans le tiroir et examine la silhouette de plus près. Bien qu'il ne puisse pas identifier le visage, il remarque que l'homme porte un uniforme qui ressemble à une tenue militaire. Pour la première fois depuis que Camille est entrée dans sa vie, Antoine comprend que protéger cette fille pourrait coûter beaucoup plus que de l'amour et de la dévotion. Cela pourrait coûter sa propre vie. Le mercredi matin, Antoine est réveillé à 5 heures du matin par un appel de Carlos Mendoza. La voix du détective porte une urgence qui fait asseoir immédiatement l'homme d'affaires sur son lit. « Docteur Dupuis, j'ai besoin de vous voir. Ce matin, j'ai découvert des choses qui changent complètement la donne. » « Quel genre de choses ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous me recevoir à 7 heures du matin, avant que la fille n'arrive ?» Antoine consulte l'horloge sur sa table de nuit. « Carlos, il est 5 heures du matin. Quelle urgence est-ce ? » « L'urgence de garder Camille en vie, docteur Dupuis. » Le ton grave de la réponse fait qu'Antoine se lève immédiatement du lit. « J'attendrai. » 2 heures plus tard, Carlos arrive à la maison avec un dossier rempli de documents et de photographies. Ses yeux montrent la fatigue de quelqu'un qui a passé la nuit à enquêter, mais aussi la satisfaction de celui qui a trouvé des pièces importantes d'un puzzle. « Docteur Dupuis, vous aviez raison au sujet du lien de parenté. Raphaël Dupuis était vraiment le fils de Roberto Dupuis, le frère jumeau de votre père. » Antoine ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. « Donc Camille est vraiment ma petite nièce ? » « Oui, c'est exact, mais ce n'est que la première révélation. » Carlos ouvre le dossier et sort une série de documents officiels. Raphaël travaillait comme comptable dans une entreprise d'importation à Nice, une entreprise qui, nous avons découvert, était une couverture pour des opérations de contrebande du groupe du colonel Salinas.
Raphaël était-il impliqué dans le schéma? Pas intentionnellement. Il a été engagé comme comptable légitime, mais a commencé à remarquer des irrégularités dans les tableaux, des montants qui ne correspondaient pas, des marchandises entrant dans le pays sans documentation adéquate, des mouvements financiers suspects. Carlos sort une photocopie d'un rapport manuscrit. Raphaël était méticuleux. Il a commencé à documenter tout ce qu'il considérait comme irrégulier, pensant le signaler à la gendarmerie nationale. Et il a été découvert? Oui. En février 2019, Salinas a su qu'il y avait un comptable trop curieux posant des questions gênantes. Il a envoyé quelques hommes de main pour l'intimider. Antoine examine d'autres photographies que Carlos a apportées. Ce sont des images de surveillance montrant Raphaël entrant et sortant d'un immeuble commercial, toujours observé par des hommes aux lunettes de soleil. Docteur Dupuis, il y a plus. Raphaël n'a pas seulement découvert le schéma de contrebande. Il a accidentellement eu accès à des informations sur une opération beaucoup plus grande. Quel genre d'opération? Trafic international d'enfants. Les mots tombent comme un marteau dans le silence de « la maison ». Antoine a l'impression que le sol a disparu sous ses pieds. Comment ça? Salinas utilisait l'entreprise d'importation pour faire passer des enfants entre le Brésil et des pays d'Europe. Des filles âgées de 4 à 8 ans étaient enlevées ou achetées à des familles pauvres et envoyées vers des réseaux d'exploitation à l'étranger. Antoine se lève brusquement et marche jusqu'à la fenêtre, essayant de traiter l'information horrible. Et Raphaël a découvert cela? Il l'a découvert par accident. Dans l'un des tableaux, il a trouvé des codes qui ne correspondaient pas à des marchandises, mais à des produits spéciaux, avec des valeurs exorbitantes. Lorsqu'il a enquêté plus en profondeur, il a réalisé qu'il s'agissait d'enfants. Mon Dieu! Raphaël a copié tous les fichiers qu'il a pu et a contacté la gendarmerie nationale. Mais avant qu'il puisse remettre les preuves, il a été découvert. Carlos sort une autre photographie du dossier. C'est une image de Raphaël et Marianne sortant précipitamment de chez eux, ne portant que quelques sacs. Cette photo a été prise le 15 mars 2019. 3 heures plus tard, la gendarmerie nationale a envahi l'entreprise d'importation, mais Salinas et ses principaux hommes de main avaient déjà disparu, et Raphaël et Marianne aussi. Et Camille? Camille a été cachée par ses parents chez une connaissance à Nice. Elle devait y rester seulement quelques jours, jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir une protection officielle de la gendarmerie nationale. Mais quelque chose a mal tourné. Antoine se tourne pour faire face à Carlos. Qu'est-ce qui a mal tourné? Les parents de Camille? Ils ont été enlevés avant de pouvoir arriver au lieu de rendez-vous avec les agents fédéraux. La femme qui devait s'occuper de Camille est entrée en panique et a abandonné la fillette dans la maison. Et c'est pour cela qu'elle a été retrouvée seule? Exactement. Elle a passé 2 jours à ne manger qu'un morceau de pain et à boire de l'eau du robinet, jusqu'à ce que les voisins remarquent que quelque chose n'allait pas. Antoine retourne à sa chaise et s'assoit, appuyant sa tête dans ses mains. Carlos, les parents de Camille sont-ils vivants ou morts? C'est la question à 1 million d'euros, docteur Dupuis. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, mais ils n'ont jamais été revus non plus. Dehors, Antoine entend le bruit familier de la sonnette à l'arrière. Élise et Camille sont arrivés pour une autre journée de routine qui, maintenant il sait, n'a rien de routinier. Docteur Dupuis, il y a une chose dont je dois vous alerter. Si Salinas découvre que Camille est vivante et où elle se trouve, que se passe-t-il? Elle est le seul témoin qui peut relier la disparition de ses parents à son plan. Même si elle est enfant, même si elle ne comprend pas complètement ce qu'elle a vu, elle représente une menace. Antoine entend les pas familiers de Camille marchant dans la maison, probablement en direction de la cuisine, pour prendre ses crayons de couleur et son carnet de dessin. Carlos, que recommandez-vous? D'abord, un renforcement immédiat de la sécurité. Ensuite, envisagez de déplacer Camille jusqu'à ce que nous résolvions la situation. Et, troisièmement, Carlos hésite.
Troisièmement quoi? Peut-être qu'il est temps de confier officiellement l'affaire à la gendarmerie nationale et courir le risque de la perdre dans le système de protection. C'est mieux que de courir le risque de la perdre face à Salinas. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvre et Camille entre, portant sa couronne de marguerite de la veille, maintenant un peu fanée, mais toujours jolie. « Bonjour, papa !» dit-elle avec son sourire matinal. « J'ai apporté la couronne que j'ai faite hier. Elle est encore jolie ?» Antoine l'observe, cheveux attachés en tresse parfaite, uniforme scolaire impeccable, yeux brillants de la joie simple d'une enfant qui a trouvé la sécurité et ressent une détermination féroce grandir dans sa poitrine. Elle est magnifique, Camille, comme toi. La fillette s'approche et, comme toujours, ajuste sa cravate avec soin. Mais aujourd'hui, Carlos observe le rituel et fronce les sourcils. « Camille, » dit le détective doucement, « puis-je te poser une question ?»« Oui. »« Pourquoi ajustes-tu la cravate de ton papa chaque matin ?» Camille regarde Carlos, avec cette expression de quelqu'un qui décide si elle doit faire confiance à une nouvelle personne. Après un moment, elle répond « Papa Antoine me demandait toujours d'ajuster sa cravate avant qu'il ne parte travailler. Il disait que c'était mon travail de veiller à ce qu'il soit beau. » L'explication simple et innocente fait comprendre à Carlos quelque chose qui lui avait échappé auparavant. « Camille, te souviens-tu d'autres tâches que papa Antoine te confiait ? Me rappeler si toutes les fenêtres étaient fermées avant de dormir, observer s'il y avait des voitures étranges dans la rue, et garder des secrets importants. » Carlos se penche en avant. Quel genre de secret? Camille regarde Antoine, comme si elle demandait la permission. Il hoche la tête d'encouragement. Papa Antoine m'a appris des numéros spéciaux. Il a dit que si quelque chose de mauvais arrivait, je devais dire ces numéros à des gens bien qui pourraient t'aider. Antoine et Carlos échangent des regards tendus. « Te souviens-tu encore de ces numéros ?» demande Carlos avec une extrême prudence. Camille hoche la tête. Ce sont des numéros du compte où papa Antoine gardait les preuves des hommes mauvais. Le silence qui suit est absolu. « Camille, » dit Antoine, sa voix chargée d'émotion, « tu es une fille très courageuse et très intelligente. » Papa Antoine disait que j'étais la personne la plus importante de la famille, parce que je savais garder des secrets mieux que n'importe quel adulte. Carlos ferme son dossier et se lève. « Docteur Dupuis, nous devons parler davantage, mais pas ici, pas maintenant. » Après avoir convenu d'un rendez-vous pour l'après-midi, Carlos s'en va, laissant Antoine seul avec Camille. La fillette, inconsciente de la gravité des révélations qu'elle vient de faire, tire Antoine par la main vers la bibliothèque. « Papa, peux-tu me raconter l'histoire de Mélusine encore une fois? J'ai oublié comment elle est devenue sirène. » En marchant avec Camille dans les couloirs du manoir, Antoine comprend que sa vie a changé irrévocablement. Non seulement il a gagné une famille inattendue, mais il a également hérité d'une responsabilité qui pourrait lui coûter tout ce qu'il a construit. Mais en voyant la petite main de Camille, tenant la sienne avec une confiance totale, il sait qu'il n'y a pas de choix à faire. Il se battra pour elle jusqu'à la fin, même si cela signifie affronter des démons qu'il a préféré croire inexistants. Dans l'après-midi de jeudi, Antoine prend la décision la plus difficile de sa vie professionnelle. Il annule indéfiniment la fusion avec Martin, un associé. L'appel à Dr Ségolène est tendu et rempli de questions auxquelles il ne peut pas répondre complètement. « Antoine, as-tu perdu la raison? Nous avons travaillé 2 ans sur cette négociation », s'exclame Ségolène de l'autre côté de la ligne. « Ségolène, j'ai des questions personnelles urgentes qui exigent toute mon attention. » « Des questions personnelles? Tu n'as pas eu de questions personnelles depuis 3 ans? Maintenant, j'en ai. Et elles sont plus importantes que n'importe quel business. » Le silence au bout du fil révèle le choc de l'associé. Connaissant Antoine depuis des décennies, Ségolène sait que rien n'a jamais surpassé les affaires dans la liste des priorités de l'homme d'affaires. « Antoine, cela a-t-il à voir avec cet enfant que tu as mentionné ? » « Tout à fait. Mon ami,
Je sais que tu traverses un moment émotionnel, mais tu ne peux pas laisser les sentiments compromettre des décisions rationnelles. Ségolène, pour la première fois de ma vie, les sentiments sont exactement ce qui doit guider mes décisions. Après avoir raccroché, Antoine trouve Camille dans la bibliothèque, assise dans le fauteuil de lecture, où Élise avait l'habitude de passer ses après-midi. La fillette a sur ses genoux un atlas de la France et trace avec son doigt le parcours entre Paris et Nice. « Papa, combien de temps en voiture d'ici à Nice ?» La question le prend au dépourvu. « Pourquoi veux-tu savoir ?» J'essaie de me souvenir combien de temps papa Antoine conduisait quand nous allions à la plage. Antoine s'assoit dans le fauteuil à côté d'elle, pendant la semaine. Depuis le premier « Bonjour papa », il a appris que les questions apparemment innocentes de Camille portent toujours des couches plus profondes. Vous alliez souvent à la plage. Nous y allions tous les dimanches, quand papa Antoine ne s'inquiétait pas pour le travail. Camille tourne une page de l'atlas. Mais ces derniers mois, il regardait dans le rétroviseur pendant tout le trajet. Pourquoi faisait-il cela? Il pensait que quelqu'un nous suivait. La façon dont elle relate ses souvenirs troublants continue d'impressionner Arthur. C'est comme si l'esprit de 6 ans de Camille avait développé des mécanismes pour traiter les traumatismes sans se briser complètement. Camille, le pays de Nice te manque-t-il? La petite ferme l'Atlas et le regarde avec ses yeux marrons qui semblent porter une profondeur infinie. Mes parents me manquent, mais je ne ressens pas de nostalgie pour la peur. Quel genre de peur? La peur des hommes étranges qui regardaient notre maison. La peur des appels téléphoniques qui faisaient pleurer maman Marianne. La peur que papa Antoine doive partir travailler à l'aube et ne revienne pas. Camille ouvre l'Atlas sur une page, montrant la carte de Paris. Ici, je n'ai pas peur. Ici, je me sens protégé. Cette déclaration réchauffe le cœur d'Arthur, mais intensifie également le poids de la responsabilité qu'il ressent grandir chaque jour. Camille, si je te demandais quels sont ces numéros spéciaux que papa Antoine t'a appris, te souviendrais-tu? La petite hoche la tête. Je me souviens de tout. Papa Antoine a dit que ma mémoire était meilleure qu'un ordinateur. Et tu me ferais confiance pour ces numéros? Je te fais plus confiance qu'à quiconque au monde, répond-elle sans hésitation. Camille ferme les yeux un moment, comme si elle accédait à un fichier mental spécifique. Quand elle les ouvre, sa voix est claire et précise. Banque de France, agence, urgence 47-9, compte courant Bistus 632-4, code 2219. Papa Antoine a dit que sur ce compte sont gardés les documents qui peuvent aider d'autres enfants en danger. Arthur note les numéros sur un papier, ses mains tremblant légèrement. La date du code, 28 février 2019, est exactement 2 semaines avant la disparition de la famille. Camille, papa Antoine a-t-il expliqué quel type de document? Il a dit que c'était des preuves que des hommes mauvais faisaient des choses terribles aux enfants, et que quand le moment serait venu, ces preuves aideraient la police à arrêter les hommes mauvais. Ce moment-là, Madame Claire frappe à la porte de la bibliothèque. Docteur Arthur, le docteur Carlos est arrivé. Carlos Mendoza entre dans la bibliothèque, portant un dossier encore plus volumineux que le précédent. Ses yeux montrent la satisfaction de quelqu'un qui a eu une journée productive d'enquête. « Docteur Dupuis, j'ai des nouvelles importantes. » Il s'arrête en voyant Camille. « Peut-être devrions-nous parler en privé ?»« Non, » dit Arthur fermement. « Camille fait partie de cette histoire. Elle a le droit d'entendre. » Carlos s'assoit sur une chaise près des fauteuils. « Très bien, docteur Dupuis, j'ai réussi à contacter l'agent de la gendarmerie nationale, qui était responsable du cas de la famille Dupuis. Et l'agent Ricardo Ferreira confirme tout ce que nous avons découvert. Antoine avait réellement collecté suffisamment de preuves pour faire tomber tout le réseau du colonel Salinas. Mais il y a une complication. Quelle complication? Le cas a été classé. » Arthur fronce les sourcils. « Comment ça, classé? Sans les parents pour témoigner et sans accès aux preuves qu'Antoine a collectées, l'enquête a perdu de sa force. Salinas a réussi à nettoyer ses opérations et à disparaître. Officiellement, le cas est clos.
Et officieusement, l'agent Ferreira soupçonne qu'il y a eu une fuite au sein même de la gendarmerie nationale. Quelqu'un a averti Salinas de l'enquête avant que l'opération ne soit déclenchée. Camille, qui écoutait en silence jusqu'à présent, s'exprime. Papa Antoine disait toujours qu'il y avait des policiers qui travaillaient pour les hommes mauvais. Carlos se penche vers elle. Camille, ton père a-t-il mentionné des noms de policiers? La petite hoche la tête. Il parlait d'un commissaire qui recevait de l'argent pour ne pas enquêter sur certaines choses, mais je ne me souviens pas du nom. Et te souviens-tu d'autre chose que ton père? Un découvert au travail? Camille se lève et marche jusqu'à une des étagères de la bibliothèque. Avec l'agilité de quelqu'un qui connaît chaque livre, elle retire un atlas mondial et l'ouvre à une page spécifique. Papa Antoine m'a montré sur la carte les pays vers lesquels les hommes mauvais envoyèrent les enfants. Elle pointe plusieurs pays européens. Italie, Espagne, France. Il a dit que là-bas, les enfants brésiliens étaient forcés de faire des choses terribles. Le sang d'Arthur se glace. La précision avec laquelle une petite fille de 6 ans décrit un réseau international de trafic humain est à la fois impressionnante et terrifiante. « Camille !» demande Carlos doucement. « Sais-tu comment ton père a découvert ces informations ?» Il avait un ami qui travaillait au port de Nice. L'ami a vu des conteneurs être chargés avec des enfants au lieu de marchandises. Carlos arrête d'écrire et regarde directement Arthur. « Docteur Dupuis, cette information change tout. » « Comment ça ?» Si Camille est témoin d'informations sur des routes de trafic international, elle n'est pas seulement une menace pour Salinas, elle est une menace pour une organisation beaucoup plus grande. Arthur sent un frisson parcourir son échine. Combien plus grande? Nous parlons d'un réseau qui pourrait impliquer des politiciens, des hommes d'affaires, des policiers de haut rang, des personnes ayant suffisamment de pouvoir pour faire disparaître quiconque. Camille retourne à son fauteuil et prend la main d'Arthur. « Papa, es-tu inquiet ?»« Oui, ma fille, mais pas pour toi. Je suis inquiet de la façon de te protéger correctement. Papa Antoine disait toujours que les gens bons sont plus forts que les gens mauvais quand ils se rassemblent. » L'observation innocente de la petite donne à Arthur une idée. « Carlos, et si nous n'essayions pas de cacher Camille ?» « Comment ça? Et si nous rendions son histoire publique, si nous divulguions qu'elle est témoin survivante d'un réseau de trafic et qu'elle est sous ma protection ?» Carlos considère la suggestion. « Ce serait risqué, mais cela pourrait fonctionner. Une fois que les médias sauraient l'histoire, il serait très difficile pour Salinas d'agir contre elle sans attirer l'attention. » « Et les numéros que papa Antoine m'a appris ?» demande Camille. « Pouvons-nous les utiliser pour aider d'autres enfants ?» Arthur regarde Carlos, que accenna affirmativement. « Oui, Camille, nous allons utiliser tout ce que ton père t'a appris pour aider d'autres enfants et pour que les hommes mauvais soient punis. » Camille sourit. Ce n'est pas le sourire timide des premiers jours, mais un sourire radieux qui illumine toute la bibliothèque. Papa Antoine serait fier. Il disait toujours que j'étais courageuse comme une princesse guerrière. En entendant ces mots, Antoine prend une décision qui changera non seulement sa vie, mais potentiellement la vie de centaines d'enfants en situation de vulnérabilité. « Monsieur Carlos, je veux que vous contactiez l'agent Ferreira. Et je veux aussi que vous cherchiez les meilleurs avocats pénalistes de Paris. Nous allons à la guerre. » « Êtes-vous sûr de cela, docteur Dupuis? Une fois que nous commencerons, il n'y a pas de retour en arrière. » Antoine regarde Camille, qui feuillette à nouveau l'atlas, traçant avec son doigt les routes que son père avait découvertes. Une fille de 6 ans qui porte dans ses souvenirs les clés pour démanteler l'une des pires formes de crime qui existent. J'en suis absolument sûr. Camille mérite justice, et les enfants qui sont encore en danger méritent d'être sauvés. De l'autre côté de la bibliothèque, à travers les fenêtres donnant sur le jardin, il peut voir Monsieur Armando arroser les fleurs que Camille aime tant. Madame Claire passe par là et portant un plateau avec un goûter.
Élise organise la cuisine, maintenant la routine domestique qui est devenue l'univers sûr de la fille. Pour la première fois depuis la mort de Clara, Antoine comprend qu'une famille n'est pas seulement une question de lien de sang. C'est choisir de protéger ceux que l'on aime, peu importe les conséquences. Et il a choisi Camille, pour toujours. Le lundi suivant, la vie d'Antoine se transforme en une séquence vertigineuse de réunions avec des avocats, de conversations avec des journalistes et d'appels aux autorités fédérales. Le bureau de Dupuis Holdings devient un centre d'opération pour quelque chose de bien plus grand que les affaires. Une bataille pour la justice qui pourrait faire tomber un réseau criminel international. Dr Camille Lefebvre, l'une des avocates pénalistes les plus respectées de Paris, prend en charge l'affaire après avoir entendu le récit complet. Une femme de 50 ans, cheveux gris, attachés en un chignon impeccable et des yeux qui montrent 3 décennies d'expérience avec des affaires complexes. Elle n'hésite pas à relever le défi. Docteur Dupuis, je vais être direct, dit-elle lors de la réunion au siège de l'entreprise. Ce que vous proposez est dangereux, très dangereux, mais c'est aussi la chose juste à faire. Camille, quelle est notre réelle chance de succès? Avec les preuves que Camille peut fournir et les documents bancaires que Raphaël a laissés, nous avons une base solide. Le problème n'est pas juridique, c'est logistique. Protéger un témoin de 6 ans d'une organisation qui a des tentacules dans plusieurs sphères du pouvoir. Antoine consulte la montre Rolex à son poignet. Il est 4 heures de l'après-midi, et dans 2 heures, il doit être de retour à la maison pour le dîner avec Camille. Une routine qu'il a établie pendant la semaine et qui est devenue le moment le plus important de ses jours. Dredre Camille, je veux que vous rencontriez Camille personnellement. J'ai besoin que vous compreniez qui nous protégeons. Ce serait fondamental. Quand puis-je la rencontrer? Aujourd'hui, si possible. Elle sera plus à l'aise chez elle, dans un environnement familier. 2 heures plus tard, Dr Camille Lefebvre franchit les portes de la maison de Montmartre, accompagné de M. Carlos Mendoza et de l'agent Ricardo Ferreira de la Gendarmerie nationale. Un homme de 45 ans, chauve, avec une moustache grise et une présence qui transmet sérieux et compétence. Antoine les accueille dans la bibliothèque, où Camille est assise sur le tapis persan, entourée de livres d'histoire de France et faisant des dessins qui représentent les histoires qu'elle vient de lire. Elle lève les yeux lorsque les adultes entrent, observant chaque nouveau visage avec son expression analytique caractéristique. « Camille, » dit Antoine doucement, « je veux te présenter quelques personnes très importantes qui sont venues nous aider. » La fille se lève et lisse la jupe de la robe bleu marine qu'Élise a soigneusement repassée le matin. Ses cheveux sont attachés en 2 tresses ornées de rubans assortis à la robe. « Bonjour » salue-t-elle poliment, mais ses yeux restent prudents. « Camille, voici Dr Camille, qui est avocate. Elle aide les gens à résoudre des problèmes importants. » Dr Camille s'agenouille pour être à la hauteur de la fille. « Bonjour Camille. Quel beau dessin tu fais? » « Je dessine l'histoire de Zumbi do Palmarès. Papa m'a dit qu'il protégeait les gens qui étaient maltraités. » La réponse fait échanger des regards significatifs entre les adultes. Même à 6 ans, Camille démontre une compréhension intuitive de la justice et de la protection. « Et voici Monsieur Ricardo, » continue Antoine. « Il est policier fédéral et veut aider à retrouver tes parents. » Camille examine l'agent Ferreira avec une attention particulière. « Es-tu un vrai policier ou un policier qui travaille pour des hommes mauvais ?» La question directe surprend l'agent, mais révèle aussi la maturité forcée que la fille a développée. « Je suis un vrai policier, Camille, et je veux vraiment arrêter les hommes mauvais qui ont fait du mal à ta famille. Crois-tu que les enfants peuvent être des témoins importants? » « Oui, je le crois. Parfois, les enfants voient des choses que les adultes ne remarquent pas. » Satisfaite de la réponse, Camille se rassoit sur le tapis et,
Faites un geste pour que tout le monde se joigne à elle, une inversion des rôles qui amuse les visiteurs. Camille, dit docteur Camille, s'asseyant sur le sol avec un mouvement étonnamment agile. Puis-je te poser quelques questions sur ce dont tu te souviens? Oui. Mais d'abord, je dois savoir, allez-vous utiliser mes souvenirs pour aider d'autres enfants qui sont en danger? Oui, nous allons le faire, répond l'agent Ferreira. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide, et tes souvenirs peuvent être la clé pour les sauver. Camille acquiesce et adopte une posture plus informelle. Vous pouvez poser vos questions. Pendant l'heure suivante, les professionnels posent des questions soigneusement élaborées, et les réponses de Camille révèlent une mémoire photographique impressionnante. Elle se souvient de noms, de dates, de descriptions physiques de personnes suspectes, de conversations spécifiques entre ses parents, jusqu'à même des numéros de plaques d'immatriculation des voitures qui observèrent la famille. Charles, tu te souviens si ton père a mentionné d'autres noms en plus du colonel Salinas? Je me souviens. Il parlait d'un homme appelé docteur Aguillard, qui était médecin et aidait à falsifier des documents pour les enfants. L'agent Ferreira arrête d'écrire. Docteur Aguillard? Tu te souviens de son nom complet? Docteur Aguillard. Papa Antoine a dit qu'il travaillait dans un hôpital à Nice et qu'il faisait des certificats de naissance falsifiés. Quelqu'un d'autre? Une femme appelée Julia, qui travaillait dans une crèche et choisissait les enfants les plus beaux pour les hommes malveillants. Chaque nom qu'Isadora mentionne est une pièce de preuve qui peut aider à reconstruire tout le réseau criminel. Et tu te souviens des conversations sur d'autres pays? Demande docteur Camille. Isadora se lève et va jusqu'à l'Atlas mondial qu'elle a laissé ouvert sur une table auxiliaire. Avec une précision surprenante, elle pointe plusieurs endroits. Les enfants allaient d'abord en Espagne, dans une ville appelée Barcelone. Ensuite, en Italie, à Rome et à Milan. Et certains allaient en France, à Paris. Ton père a-t-il expliqué comment ils arrivaient là? Dans de grands navires, cachés dans des conteneurs qui semblaient transporter d'autres choses. Papa Antoine a vu les faux documents disant qu'il s'agissait de poupées exportées. Le silence qui suit cette révélation est lourd. Tous comprennent qu'ils sont face à un témoin qui peut aider à démanteler une opération criminelle d'ampleur internationale. Isadora dit, doucement l'agent Ferreira, « Tu es très courageuse et très intelligente. Papa Antoine disait toujours que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste, même en ayant peur. » La phrase prononcée avec le sérieux d'une enfant ayant vécu des expériences bien au-delà de son âge émeut visiblement tous les présents. Après le départ des visiteurs, Antoine se retrouve seul avec Isadora dans la bibliothèque. La petite retourne à ses dessins, mais il remarque une tension dans ses épaules qui n'existait pas auparavant. « Isadora, ça va? »« Oui, papa, mais quoi? Parler de... » Papa Antoine et maman Camille me rendent nostalgique. Antoine s'assoit par terre à côté d'elle. C'est naturel de ressentir de la nostalgie pour les personnes que nous aimons. Penses-tu qu'ils sont vivants? La question qu'il redoutait depuis le début de toute l'enquête. Antoine choisit l'honnêteté, croyant qu'Isadora mérite la vérité. Je ne sais pas, ma fille, mais je sais qu'ils t'aimaient beaucoup et qu'ils étaient fiers de la fille courageuse que tu es. Isadora cesse de dessiner et le regarde avec ses yeux marrons qui portent une sagesse précoce. « Papa, puis-je te confier un secret? » « Bien sûr. Je rêve d'eux parfois. Dans le rêve, ils disent qu'ils vont bien et que tu vas prendre soin de moi jusqu'à ce qu'ils reviennent. » Antoine sent des larmes se former dans ses yeux. « Et que réponds-tu dans le rêve? »« Je dis que tu es le meilleur papa du monde. » Et que je me sens en sécurité avec toi. À ce moment-là, Élise apparaît à la porte de la bibliothèque. Désolé d'interrompre docteur Antoine, mais il y a un appel urgent pour vous. Antoine répond au téléphone sur la table de la bibliothèque. C'est Charles Mendoza et sa voix porte une urgence alarmante. Docteur Dupuis, j'ai besoin que vous renforciez la sécurité de la maison immédiatement. Pourquoi? Que s'est-il passé?
L'agent Ferreira vient de recevoir des informations selon lesquelles Salinas a découvert où se trouve Isadora. Le sang d'Antoine se glace. Comment? Nous ne savons pas encore, mais il y a des indications qu'il pourrait essayer quelque chose dans les 48 prochaines heures. Antoine regarde Isadora, qui est retournée à son dessin, inconsciente de la conversation menaçante. « Charles, que dois-je faire? D'abord, ne laisse pas Isadora sortir du manoir pour aucune raison. Deuxièmement, engage une sécurité privée. J'ai des contacts fiables. Et troisièmement, Charles fait une pause. Troisièmement quoi? Considère la possibilité d'emmener Isadora dans un endroit complètement sûr jusqu'à ce que nous arrêtions Salinas. Je ne vais pas l'emmener d'ici. C'est sa maison maintenant. Docteur Dupuis, soyez rationnel. Sa vie peut être en danger. Antoine observe Isadora dessiner avec une concentration absolue, complètement absorbée à représenter le héros de la résistance protégeant son peuple. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. Charles, si Salinas veut la guerre, il l'aura. Mais ce sera ici, à la maison, où Isadora se sent protégée. Êtes-vous sûr de cela? Absolument. Cette fille a déjà perdu une famille. Elle ne perdra pas une autre. Après avoir raccroché, Antoine s'agenouille à côté d'Isadora. « Ma fille, que dirais-tu si, dans les prochains jours, nous restions ici à la maison ensemble? Nous pourrions lire tous les livres de la bibliothèque. » Isadora lève les yeux, et il y a quelque chose dans son expression qui suggère qu'elle comprend plus de la situation qu'il ne l'imagine. « Les hommes malveillants ont découvert où je suis. La question directe le désarme complètement. Qu'est-ce qui te fait penser cela? Parce que tu as la même expression inquiète que papa Antoine avait dans les derniers jours avant qu'il ne parte. » Antoine opte pour une honnêteté totale. « Oui, Isadora, ils ont découvert. Mais cette fois-ci, ce sera différent. » « Comment ça, différent? » « Parce que cette fois-ci, tu as un papa qui ne va nulle part et qui va te protéger coûte que coûte. » Isadora sourit et se penche pour ajuster la cravate d'Antoine, même s'il n'en porte pas à ce moment-là. Un geste symbolique qui est devenu sa façon de dire « Je te fais confiance. Je n'ai pas peur, papa. Parce que maintenant, je sais que je suis vraiment chez moi. Dehors, la nuit parisienne tombe avec ses lumières habituelles et son mouvement incessant. Mais à l'intérieur de la bibliothèque, un homme et une fille scellent un pacte silencieux de protection mutuelle que aucune menace extérieure ne pourra briser. La guerre est sur le point de commencer. Mais cette fois, l'amour est plus fort que la peur. Dans la nuit de mardi, Antoine est réveillé par un bruit presque imperceptible dans le jardin. Il est 3h40 du matin et le manoir devrait être plongé dans un silence absolu. Il se lève du lit sans faire de bruit, enfile des pantoufles en cuir et marche jusqu'à la fenêtre de la chambre qui donne sur l'arrière de la propriété. Sous la lumière douce des projecteurs du jardin, il voit une silhouette sombre se déplace entre les arbres près du mur qui sépare sa propriété de celle du voisin. Son cœur s'accélère, mais ce n'est pas de la panique, c'est une détermination froide qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Antoine prend son téléphone et appelle le central de sécurité recommandé par Charles. L'entreprise a installé des caméras supplémentaires et 2 agents de sécurité qui patrouillent sur la propriété depuis lundi après-midi. Ici, Antoine Dupuis. Il y a un mouvement suspect dans le jardin arrière, murmure-t-il au téléphone. Nous confirmons, docteur. Nous avons 2 individus qui ont escaladé le mur il y a 5 minutes. Nous avons déjà alerté notre soutien et la gendarmerie nationale. Restez dans un endroit sûr. Antoine raccroche et s'habille rapidement. Sa première priorité n'est pas sa propre sécurité, mais de s'assurer qu'Isadora est protégée. Il sait qu'elle dort dans la chambre d'amis au 2e étage, où Élise l'a installée pour qu'elle soit plus proche pendant les nuits. Il marche dans les couloirs du manoir avec des pas silencieux, le bois du sol craquant occasionnellement sous ses pieds. Lorsqu'il arrive à la chambre où Isadora dort, il trouve la porte entrebâillée et jette un coup d'œil à l'intérieur. La petite est éveillée. Assise sur le lit,
Les genoux repliés contre sa poitrine, elle regarde par la fenêtre avec une expression alerte qui révèle qu'elle est pleinement consciente que quelque chose se passe. « Isadora !» murmure Antoine en entrant dans la chambre. « Papa, ils sont venus, n'est-ce pas ?» Le calme dans sa voix l'impressionne. Il n'y a pas de panique, pas de larmes, juste une résignation trop mature pour une enfant de 6 ans. Ils sont effectivement venus, mais cette fois ce sera différent. Comment ça? Antoine s'assoit sur le lit et la prend dans ses bras. Parce que cette fois, tu as une armée de bonnes personnes qui te protègent. À ce moment-là, ils entendent des bruits à l'extérieur, des voix masculines, le son de pas courants dans le jardin, puis le aboiement caractéristique des chiens policiers. « Docteur Antoine, Isadora !» La voix d'Élise résonne dans le couloir. La domestique court vers la chambre, clairement réveillée par les bruits extérieurs. « Nous sommes ici, Élise !» répond Antoine. Élise entre dans la chambre vêtue d'un peignoir par-dessus son pyjama, ses cheveux en désordre montrant qu'elle s'est réveillée en sursaut. Que se passe-t-il? Ils ont essayé d'infiltrer la maison, mais la sécurité a maîtrisé la situation. Du jardin vient le son des sirènes qui s'approchent, suivis par des voix de commandement de la gendarmerie nationale. À travers la fenêtre, ils peuvent voir des lumières rouges et bleues se refléter dans les arbres. « Maman !» dit Isadora, tendant les bras vers Élise. « Les méchants n'ont pas réussi à me prendre. »« Non, ma fille, et ils ne réussiront jamais. » répond Élise en serrant la petite dans ses bras. 15 minutes plus tard, le capitaine de la gendarmerie nationale frappe à la porte du manoir. Antoine descend pour le recevoir, laissant Isadora sous les soins d'Élise. « Docteur Dupuis, nous avons réussi à arrêter 2 individus, informe le capitaine Rochat, un homme à l'apparence sévère, avec une moustache bien taillée. Ils étaient armés et portaient des équipements d'enlèvement. » Des équipements d'enlèvement? Cordes, sédatifs, masques, c'était clairement une opération pour enlever quelqu'un. Antoine ressent un frisson parcourir son échine. Ont-ils dit quelque chose? Pas encore. Mais nous avons trouvé ceci avec eux. Le capitaine lui tend un papier plié. Antoine ouvre le papier et lit un message dactylographié. La petite peut causer des problèmes à beaucoup de personnes importantes. Il vaut mieux qu'elle disparaisse pour toujours, comme ses parents. « Capitaine, je dois appeler certaines personnes, » dit Antoine en essayant de contrôler le tremblement de sa voix. Au cours de l'heure suivante, le manoir se transforme en un centre d'opération. Charles Mendoza arrive accompagné de l'agent Ricardo Ferreira et de Dr Camille Lefebvre. Tous se réunissent dans le salon pendant qu'Isadora reste dans la chambre avec Élise, apparemment calme malgré toute l'agitation. « Docteur Dupuis, » dit l'agent Ferreira, « cette tentative d'enlèvement change tout. Nous avons maintenant une preuve directe que Salinas est prêt à agir contre la petite. »« Et qu'est-ce que cela signifie juridiquement ?» demande Antoine. « Cela signifie que nous pouvons demander une protection officielle fédérale pour Isadora, » répond Dr Camille. « Et plus important, nous pouvons utiliser cette tentative comme justification pour accélérer toute l'enquête. » Charles examine des photographies que la police a prises, des équipements saisis. Docteur Dupuis, ces hommes sont des professionnels. Ce n'était pas une tentative amateur. Pensez-vous que Salinas a plus de gens à sa disposition? Il en a certainement, répond l'agent Ferreira, mais maintenant il a commis une erreur. Attaquer directement un témoin protégé est un crime fédéral grave. À ce moment-là, ils entendent des pas dans l'escalier. Isadora descend seule, vêtue d'un peignoir rose qu'Élise a acheté la semaine précédente. Elle marche jusqu'au groupe d'adultes avec la même détermination qu'elle a montrée le premier jour, lorsqu'elle a ajusté la cravate d'Antoine. « Puis-je vous parler ?» demande-t-elle. « Bien sûr, ma fille », répond Antoine en faisant de la place sur le canapé à ses côtés. Isadora s'assoit et observe chaque visage présent. « Je vous ai entendu parler du colonel Salinas. » Les adultes échangent des regards, surpris par l'audition aiguisée de la petite. « Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne, » continue-t-elle, « ni à maman Élise, ni à vous. »« Qu'est-ce que c'est ?» demande doucement Dr Camille. « J'ai vu le colonel Salinas. » Le silence qui suit est absolu.
Comment ça, tu l'as vu? Demande l'agent Ferreira. Le dernier jour où papa Raphaël et maman Camille étaient avec moi. Un homme grand, avec une moustache blanche et une cicatrice sur le visage, est venu chez nous. Charles se penche en avant. Isadora, es-tu sûr? Oui, il portait un uniforme militaire et parlait sur un téléphone doré. Papa Raphaël était très nerveux quand il l'a vu. As-tu entendu une conversation? Oui, l'homme a dit que papa Raphaël savait des choses qu'il ne devait pas savoir, et que s'il ne cessait pas de poser des questions, des choses mauvaises allaient arriver à la famille. L'agent Ferreira prend note de chaque mot. Et quoi d'autre as-tu entendu? Papa Raphaël a dit qu'il avait déjà envoyé les informations à des personnes importantes. L'homme est devenu très en colère et a dit qu'il allait retrouver ces informations, même s'il devait blesser beaucoup de gens. Antoine ressent une admiration croissante pour le courage d'Isadora. Une petite fille de 6 ans qui porte des souvenirs si lourds et parvient encore à garder sa santé mentale et sa confiance envers les adultes. Isadora, dit Antoine, d'autres à Camille, seriez-vous capable de reconnaître cet homme si vous le revoyiez? Je le reconnaîtrais. Il a des yeux très bleus et des mains avec des anneaux dorés. Et auriez-vous le courage de l'identifier officiellement pour aider la police? Camille regarde Antoine. Si papa est avec moi, j'ai le courage de tout. L'agent Ferreira ferme son carnet de notes. Docteur Dupuis, avec ce témoignage, nous pouvons enfin commencer une opération officielle pour arrêter le colonel Salinas. Combien de temps cela prendra-t-il? Avec les preuves que nous avons maintenant, ajoutées au témoignage de Camille et aux documents bancaires que Raphaël a laissés, nous pourrions avoir des mandats d'arrêt dans 48 heures. Et Camille sera-t-elle en sécurité? Elle entrera officiellement dans le programme de protection des témoins fédéral. Elle aura une sécurité 24 heures sur 24 jusqu'à ce que Salinas et tout son réseau soient neutralisés. Camille se lève et marche jusqu'à la fenêtre qui donne sur le jardin où les policiers continuent de travailler à la collecte de preuves. Lorsqu'elle revient, son expression est sereine. « Papa, puis-je poser une autre question? Tu peux en poser autant que tu veux. Après que les méchants seront arrêtés, je vais continuer à vivre ici avec vous. » La question que tout le monde attendait, mais que personne ne voulait aborder. Antoine regarde Élise, qui hoche la tête d'encouragement. « Camille, aimerais-tu continuer à vivre ici? » « J'aimerais beaucoup. Ici, je me sens vraiment chez moi. Alors tu resteras ici pour toujours. Je prendrai soin de toi jusqu'à ce que tu grandisses et deviennes une jeune fille indépendante. Et si papa Antoine et maman Camille revenaient? S'ils reviennent, vous trois déciderez ensemble ce qui est le mieux pour vous. Mais peu importe ce qui se passe, tu auras toujours une famille ici. » Camille sourit, plus le sourire timide des premiers jours, mais un sourire radieux qui illumine toute la pièce. « Merci de ne pas abandonner, papa. Merci de m'apprendre ce que c'est que d'être un vrai père, ma fille. » 3 jours plus tard, l'opération sauvetage est déclenchée simultanément à Paris, Nice et dans 4 autres départements français. 23 personnes sont arrêtées, y compris le colonel Salinas, qui est trouvé dans une ferme à l'intérieur des terres. Le réseau de trafic international est démantelé, libérant des dizaines d'enfants qui étaient retenus en captivité. Camille, accompagnée d'Antoine, identifie Salinas dans une salle de reconnaissance de la gendarmerie nationale. Sa voix est ferme lorsqu'elle confirme « C'est lui, c'est l'homme qui a menacé ma famille ». 6 mois plus tard, l'affaire devient un documentaire national, mais le nom et l'image de Camille sont protégés par décision judiciaire. Elle apparaît seulement comme la fille courageuse qui a aidé à sauver des centaines d'enfants. Dans la bibliothèque de la maison de Montmartre, maintenant complètement rénovée avec une section spéciale de livres pour enfants, Camille dessine une nouvelle histoire. C'est l'illustration d'une famille. Un homme grand en costume, une femme qui ressemble beaucoup à Élise, et une fille avec des tresses, tous se tenant par la main devant une grande maison.
C'est ma vraie famille maintenant, explique-t-elle à Antoine, qui observe le dessin par-dessus son épaule. Et qui sont ces personnes demande-t-il en désignant deux petites figures au fond de l'illustration. Ce sont papa Antoine et maman Camille. Même s'ils ne reviennent jamais, ils feront toujours partie de mon histoire. Antoine enlace Camille par derrière, ressentant une profonde gratitude pour tous les événements qui ont amené cette fille extraordinaire dans sa vie. Dehors, Paris continue sa danse frénétique de lumières et de mouvements. Mais à l'intérieur de la bibliothèque silencieuse de la maison, une famille construite par le destin, renforcée par l'amour et solidifiée par le courage, écrit un nouveau chapitre d'une histoire qui a commencé avec une cravate ajustée et un seul mot, papa.